Émission 698. Cette semaine, Letter 44. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Même les papiers d'assurance. Ah oui, c'est vrai, les petits papiers d'assurance. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur d'une équipe dont les membres sont presque tous représentants pour Microsoft. En fait, 3 sur 4, je sais pas pour toi, PB, mais... Microsoft, ça veut dire qu'on a un ordi Microsoft? Oui. Toi, t'es Microsoft, t'es Pfizer? J'ai été à Apple longtemps. Ah, ok, le vaccin, tu parles? Ouais, c'est ça. Ah, ok, excuse-moi, j'ai pas catché l'excellent gag. Ouais, là, juge-moi pas sur mes gags, là. C'est ta job, là. C'est comme si moi, je te montrais ma table, puis t'es un ébéniste, là. C'est sûr que tu vas juger, là. C'est un petit joke de 5G? Ouais, c'est ça, il y en a plein, là. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, c'est dimanche, mon vaccin. Dimanche? Bon. Ouais. Attention d'ici là. Ouais. Je vous les présente à l'instant. Le premier se pose encore la question, Simon. Qu'en est-il de Cocoon 1 sur Disney+? Simon Chénier? Pas de Cocoon 1? Pas aux dernières nouvelles. Et d'ailleurs, vite, je vais dire un petit message d'intérêt public. Il y a It's Always Sunny in Philadelphia sur Disney+. Ouais. Il manque 2 épisodes. 2 épisodes? Oui, et ils ont comme été enlevés parce qu'il y a des choses que Disney Plus n'est pas prêt à mettre, je crois, sur leur service. Mais Caroline, ok, ouais. Récemment, on a écouté les 2 films des Ewoks là, dans le cadre des soirées sur Discord des Mystérieux Étonnants. Et sur Disney Plus, dans le 2e film, la petite fille elle a un couteau dans les mains sur le poster, sur l'affiche. Puis là, ils l'ont photoshopé, ils l'ont enlevé. Oh, mais elle a pas de couteau dans le film, fait que j'imagine que c'est correct, mais en tout cas, c'est vraiment weird. C'est violent. La 2e, son fils va bientôt acheter Les Mystérieux Étonnants. Il est sur le bord. Hein. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut Marilyn. Bonjour. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont... Mon fils a cherché un emploi. Oui. Et j'ai fait un appel sur Facebook. Bastien s'est trouvé un emploi. Ah. Donc, il va faire quoi? Il va faire des travaux pour... je pense que c'est une coop. En tout cas, c'est une organisation qui s'occupe dans le village de... faire du beautifuling, donc ils vont faire des bacs à fleurs, peinturer, réparer des choses, tout ça. C'est une organisation de développement durable et à chaque année, ils prennent un jeune, parce que Bastien a 13 ans, donc ils prennent quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale mais qui ne peut pas encore légalement travailler, puis ils apprennent les habiletés, il est un peu comme le helper, ils apprennent ces habiletés-là à travailler avec un horaire, mais c'est un horaire flexible, il va être payé, puis là, tantôt, il me demandait encore bien, là, il faisait les mathématiques, puis j'étais comme, mais l'important, c'est que tu vas être dehors, puis tu vas prendre des habiletés, puis tu vas aller travailler, puis tu vas après, là, oui, combien? Là? Ouais, ça, c'est l'important pour toi, ça. Le dernier, c'est notre invité cette semaine, c'est un humoriste et animateur du podcast Le Carré de Sable, Pierre-Bruno Rivard. Salut, PB! Merci beaucoup d'être là. Allô. On est allé à ton émission récemment, en fait, il y a quelques semaines, je pense que c'était l'épisode de, je l'ai noté, 221. Non, pas 220. Ouais, 221. 26, voilà. Je pense. 221. Ouais, c'est ça. Donc, on te renvoie l'appareil, puis on a appris durant le cadre de l'émission que tu étais un fan de science-fiction. Et on a essayé de trouver une bande dessinée qui traitait du sujet. J'espère que tu as apprécié ta lecture. On va en parler dans la partie d'émission. Oui, je sais. Ouais, excellent. Je ne peux pas en parler là, mais Mais je vais être sûr de ne pas le manquer parce que tu me l'as rappelé avant qu'on commence l'enregistrement de l'émission puis la diffusion que cette semaine, le 19 mai, tu vas participer à une projection avec Jérémy Larouche, qu'on a reçu il y a quelques semaines, de Donjons et Dragons. Donc, vous allez jouer, j'imagine, sur Twitch à Donjons et Dragons, c'est ça? Ouais, en fait, ça s'appelle Blagons et Dragons. Parce que moi puis Jérémy, il a déjà fait ça souvent, des Donjons et Dragons, puis du IEDM, puis ces patentes-là. Ouais. Moi, j'avais jamais essayé ça. Fait que là, j'ai dit, il faudrait qu'on le fasse. Je voudrais l'essayer. Fait qu'on a monté un projet que moi, je vais être invité, puis on a Corinne Côté et Martin Vachon qui vont jouer avec moi. Puis Jérémy et DM, mais ça va être vraiment cave, là. On
on est vraiment pas dans l'univers des fantastiques. Là. Ça se peut que, comme je te dis, ça se peut que mon personnage ce soit un caissier de couche-tard. Okay. On va y aller dans cet esprit-là, puis ça va être un beau trip qu'on se paye. Fait que mercredi soir à 20h sur la chaîne de La Banane sur Twitch, La Banane officielle. La Banane officielle. Ouais. On va être rejoint tantôt par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail chez Planète BD. Mais on va passer en nouvelles, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez Mystérieux. Mais juste avant, je vous rappelle que dans 2 épisodes, on est rendu à notre 700e déjà. Hallucinant. Bravo. C'est débile. Merci. 700 épisodes. Et pour l'occasion, pour la première fois en 15 ans, on donne la parole à nos auditrices et à nos auditeurs. Si vous avez la chance de nous poser, si vous voulez nous poser une question, partager une anecdote, vous nous dire comment les mystérieux étonnants vous affectent dans votre quotidien, parce que Dieu sait qu'on en reçoit beaucoup de ce genre de messages-là par courriel et par Facebook. On fait œuvre utile. Il y a une adresse que vous pouvez consulter, c'est speakpipe.com/mystérieux. Speakpipe, c'est SPEAKPIPE.com, mystérieux. Vous laissez un message vocal. C'est super simple, donc vous n'avez pas besoin d'une ligne téléphonique, seulement un micro sur votre portable ou bon, voilà, c'est super simple. Donc, un petit message entre 1 et 2 minutes, ça peut être 30 secondes. Il y a du monde qui ont laissé des messages comme « Merci, 10 secondes, that's it ». On va diffuser ou on risque de diffuser votre message le 31 mai prochain. Pour l'occasion, on va être accompagné de notre ami Étienne Forêt qui va jouer office de DJ, qui va passer vos messages durant l'enregistrement. Donc, ça va être assez cool. Donc, le 31 mai prochain, 700e des Mystérieux Étonnants, en espérant avoir vos commentaires. D'ailleurs, je vais laisser l'adresse sur les différents plateforme des Mystérieux Étonnants parce que speakpipe.com, c'est un peu là, nébuleux. Là. Ça va être dessous Facebook, puis partout. Vous allez pouvoir juste à cliquer dessus. Ça va être super, super simple. Donc, voilà. Hey, Simon, ça fait un petit bout qu'on t'a vu. Tu étais la semaine passée, mais tu étais quitté pendant quelques semaines, le temps de déménager et tout et tout. Ouais, commençons les nouvelles cette semaine. Je suis curieux de voir ce que tu as. Je peux bien, mais juste avant, vu qu'on est les 4 réunis, oui. Puis la dernière fois qu'on était les 4 réunis, c'est pour le podcast qu'on a fait ensemble. Mm-hmm. Je voulais juste, surtout PB, t'es pas au courant, mais je veux juste vous remercier parce que cette journée-là, c'est la journée que j'ai fait un burn-out, genre. C'est à cause du show ou à cause Non, à cause de plein d'autres affaires. Puis là, le soir, je me suis dit, j'annule-tu ou je le fais pareil? Je me suis dit, hey, je vais le faire parce que ça va me faire du bien. Puis effectivement, ça m'a fait du bien. C'est ça. Cool. Je voulais juste vous le dire que ce moment-là, je vais m'en souvenir, puis c'était le fun. C'est bien cool. Tu dois ta santé mentale au carré de sable, finalement. C'est ce que tu es en train de dire à PB. Exactement. Moi, je disais, c'est cool que tu aies fait... C'est cool que tu aies fait un burn-out. Moi, c'est ça que je trouvais nice. Oui, ça c'est pas pire. Non, mais c'est tant mieux, man. Content que c'est bien le fun. Puis, pour célébrer mon burn-out, je vais vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Ben oui, parce que qui dit Blu-ray dit burn-out. Exactement. Là, c'est... en fait, je vais vous parler de 3 Blu-ray qui viennent toutes de Severin Film, la compagnie de distribution, qui ont sorti un bundle qui s'appelle Nature Revolts. Donc, ils ont souvent la table au Fantasia, durant les salles de projection, ils ont une table où ils sont représentés, ils vendent plein de coffrets. Je sais pas cette année ce qui va se passer avec ça, j'ai pas été mis au courant, mais absolument ils vendent des produits durant Fantasia. Puis c'est ça, là, c'est évidemment quand la nature se venge. Se venge, c'est ça. J'allais dire se révolte. Moi, c'est la même affaire que je viens de dire. OK. Le premier film, c'est Grizzly de 1976. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps parce que je l'ai écouté. Tu sais. Mais je savais pas qu'il y avait un Blu-ray qui s'en venait, mais effectivement, il y en a un. Si vous aimez jazz, mais que vous vous dites, hey, ça serait le fun si ça soit pas dans l'eau puis avec un ours, c'est Grizzly. Wow. J'ai le Google Translate qui va comme suit. Un grizzly de 15 pieds se rend compte que les humains sont une friandise savoureuse. Il se rend compte de ça, lui, OK. Ouais, tu sais, des fois, on goûte bon. C'est ça. Ben, pas tout le temps, ça dépend s'il fait chaud. Okay. Alors qu'un garde forestier tente de rallier ses hommes pour provoquer la capture ou la destruction de l'ours, ses efforts sont contrecarrés par l'introduction de dizaines de chasseurs ivres dans la région. C'est un beau petit party, ça. Ouais, mais je vais vous dire qu'ils se font démantibuler assez vite, ces chasseurs-là. Good. Donc, c'est un film de William Girdler.
Oui, grand c'est réalisateur, avec Christopher George, Andrew Prine, Richard Jekyll, qui jouait dans les premières saisons de Baywatch. Et quelques autres noms qu'on s'en fout. Voilà. Donc, il y a plusieurs aussi extras avec les Blu-ray, des entrevues avec les gens qui ont travaillé sur le film et des affaires comme ça. Est-ce que c'est le film qui a pris 30 ans à être complété? Est-ce que c'est ce film-là? Ça, c'est la suite. Grizzly 2. Grizzly 2 qui vient de sortir, que j'ai toujours pas regardé, mais qui met en vedette, entre autres, dans un très petit rôle, George Clooney. Et je crois Laura Dern. Puis je pense qu'il y a quelqu'un d'autre, en tout cas. Puis ça avait l'air encore un grizzly géant qui attaque un show de musique. C'est normalement génial. Ça a l'air un peu n'importe quoi, là, quand tu finis un film 30 ans plus tard. Là, Ouais, c'est jamais bon signe. Qu'est-ce que ça allait dire, Marilyn? C'est-tu le même grizzly? J'en doute parce qu'il me semble qu'il explose. Naïveté d'un enfant. C'est super beau comme question. Ouais. Deuxième film dans la même collection, Day of the Animals de 1977. Ça met en vedette, entre autres, Leslie Nielsen qui joue un asshole là-dedans. Il joue des très bons assholes. Ouais, c'est comme avant Airplane, là, fait que c'est une période où il faisait des petits films, mais qui étaient toujours très bons. Souvenez-vous de son rôle dans Creepshow, il était terrifiant. Ah oui. Il y a aussi le même acteur principal qui jouait dans Grizzly, Christopher George. Il est là. C'est ça. Et c'est réalisé par le même gars encore. Donc, voici le Google Translate. L'appauvrissement de la couche d'ozone terrestre provoque la folie des animaux au-dessus de l'altitude de 5000 pieds. J'aime qu'il précise la couche d'ozone terrestre. Ouais, pour pas qu'on se trompe avec une autre couche d'ozone. Ce qui est très regrettable pour un groupe de randonneurs qui sont déposés par hélicoptère juste avant l'annonce de la quarantaine. Oh. Fait que, ouais, c'est ça. C'est un film où les animaux se mettent à attaquer des humains qui sont sur une montagne puis essaient de revenir chez eux puis sont pas capables. OK, c'est comme The Happening, mais au lieu des plantes, c'est des animaux. C'est ça. Puis, c'est ça. Leslie Nielsen vire fou un moment donné, là, il enlève son linge puis il se prend pour une bête lui-même. Là, puis, ça va être magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est ce que je souhaite pour l'humanité en général, ça. Je pense que c'est le meilleur plan. J'espère de mon vivant, mais peut-être dans mes 10 dernières années, voir les animaux qui font comme, bon, c'est assez. Tout le monde. Hey, fuck it. Là, vous avez votre chance, vous l'avez ruiné. Ben, tout ce temps-là, les chats, c'était tous des sleeper agents. Puis mais ça, c'est clair. Ça, c'est sûr que c'est ça. Ils attendent juste de nous tuer. Là. Ils vont être activés par je sais pas quoi, puis ils vont tous tuer le madame. Et le dernier, c'est Deep Blood de 1990. Un film fait par Joe D'Amato, qui est un producteur et réalisateur de films Eurosleaze. Ouais, t'en as déjà parlé, hein? C'est un gars qui fait des films folichons, ça se peut-tu? Pas folichons, plus genre des films érotiques à la Emmanuel, mais un peu tout croche. Je pense qu'il fait aussi... Il a fait du porn, mais il a fait du soft porn ou des éditions de ces porn où il enlève la pénétration puis il sort sur un autre nom. Puis là, ça devient un autre film. En tout cas, il a fait tu maximises ton travail. Ouais. C'est l'équivalent du Doberterling, mais pour le porn, genre. C'est ça. Mais tu sais, ça lui a permis de faire au-dessus de 100 films. Là, c'est quand même, qui travaillait beaucoup. Et là, ça s'est tourné dans dans des piscines en Floride, mais aussi à Rome. Et c'est un film, évidemment, de requins. Je pense que j'ai parlé de Cruel Jaws à un moment donné, qui est a.k.a. Jaws 5. C'est un peu dans le genre, mais c'est comme, ça a l'air que c'est un peu moins bon. Faites-en ce que vous voulez. J'ai pas le Google Translate, malheureusement, mais c'est avec Frank Baroni, Court McCall, Keith Kelch, James Camp et Toby Bernard. Pourquoi les noms dans ce type de production-là ont toujours de l'air fake? Ben, c'est parce que souvent, c'est le cas. Ah! Souvent, c'est des acteurs... Ben, comme, tu sais, ça, c'est probable... Vu que c'est un film produit par les Italiens, c'est sûr qu'il y a beaucoup des acteurs-là que leur nom, c'est Giuseppe quelque chose, tu sais. Ouais. Mais ils ont... Frank, c'est Francesco. Oui, parce que, tu sais, Bud Spencer et Terrence Hill, c'est pas leur vrai nom. Là. Non. Ouais. Fait que c'est ça. Et juste mentionner aussi que
le coffret des Baywatch Remastered sort en Blu-ray. Ouf, enfin. Et voilà. Enfin. Et Ben là, voilà, ils on ont a enlevé parti ça. d'Amazon Prime Canada. Fait que. T'es tenté, là, Simon? Ben, non. Est-ce que c'est Écoute, l'intégrale? Est-ce que c'est tous les Baywatch où ils font des genres de collection des meilleurs épisodes ou un truc comme ça? Non, c'est tout. C'est comme une grosse boîte là, avec un mauvais Photoshop dessus. Là. Ouais. Puis ça coûte 110 $ US. Fait que 130, j'imagine, plus le shipping. Parce que ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est pas disponible partout. La seule place que je l'ai vu en vente, c'est par le distributeur en tant que tel. Mais, tu sais, 130$ pour 9 saisons de 24 épisodes et quelques. Si ça vous tente, puis parce que Baywatch, je dois dire, j'ai eu vraiment du fun à le regarder. C'est niaiseux sur un hostie de temps, mais Colin que j'ai eu du fun. Puis j'étais triste quand ils l'ont enlevé d'Amazon Prime Canada. Mais peut-être qu'il est encore sur le Prime US, si vous avez un VPN North. Au Voici une NordVPN, pub. pour laquelle on n'a pas d'argent. Non, Ouais, ça. c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a Baywatch Night dans le coffret? Ou... Non, ils les ont pas remasterisés, ceux-là. Malheureusement. Pas J'ai beaucoup de écouté, love. j'ai écouté un épisode de Baywatch Nights la semaine Ouais, passée. c'est avec des zombies extraterrestres, des fantômes, c'était quoi? C'était comme un alligator géant. C'était mon prochain choix. Ouais. Mais c'était un alligator, mais monstre mutant en même temps. C'était pas clair. Peut-être pour situer les auditeurs puis PB, là, c'était le spin-off de Baywatch qui essayait de prendre profit de l'espèce d'engouement autour de X-Files de l'époque. Wow. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, vas-y donc, Parce Simon, que ça. le spin-off, au début, la première saison, c'était juste Mitch Buchanan, David Hasselhoff et une couple d'autres personnages qui avaient une boîte d'enquêteurs privés au-dessus d'un bar qui s'appelait Knights. Puis là, fait que là, il y avait des aventures avec des enquêtes et tout ça. Plus et sa là, job de garde côtier. de Baywatch le jour. Mais là, dans la saison 2, vu pour changer, pour avoir plus de rating, ils ont dit qu'est-ce qui pogne? Les X-Files. Fait que là, on change le concept. Puis là, il n'y a aucune explication pourquoi. Que là, tout d'un coup, c'est des enquêtes de paranormal. Puis ça, c'est fascinant. T'écoutes le premier épisode, puis c'est pas comme maintenant, je m'occupe de ça. Non, t'es dedans. Fait que. Il y a des loups-garous, là. Mais il y a des fantômes dans Baywatch, je me souviens. Ouais, il y a 1 ou 2 épisodes de fantômes. Il y a des extraterrestres dans un épisode. Le Père Noël est là. Le vrai Père Noël. Oui, c'est sûr. C'est fucked up, ça. Fait que, Ok. voilà, c'était Ben, les merci, sorties Simon. Blu-ray de la semaine. Moi, j'ai une question, Simon. Je voulais savoir pour les Blu-ray, là, pourquoi ils ressortent des films? Est-ce que ça coûte pas cher à cette heure faire ça? Ou c'est juste. Je pense que c'est plus pour... ça dépend évidemment de quelle sorte de film. Là, je veux dire, les sorties de tous les jours là, qui sortent au cinéma présentement, ça c'est un peu normal. Mais pour les vieux films, je te dirais que c'est plus pour les cinéphiles et les collectionneurs et ceux qui veulent avoir des belles versions de films que... Parce qu'il y a quelques films qui sont même pas sortis en DVD, qui ont passé de VHS à rien, puis là, ils sortent en Blu-ray. C'est sûr que pourquoi je sais pas. Pour faire plaisir à des gens comme moi, I guess. OK. Puis il y a comme tout l'univers parallèle de cinéma étrange, douteux, qui a vraiment sa crowd là, dédiée, là, comme les films là, que tu mentionnais tantôt, Grizzly puis Grizzly 2. Ouais. C'est clair qu'il y a des gens qui attendent que ça pour pouvoir mettre la main sur une copie du film. Là. Ouais, puis rendu là, c'est un peu comme le marché du vinyle. Ouais. Ils vont ressortir des rééditions remasterisées de certains albums. Ben, c'est un peu ça, le Blu-ray. T'sais. Ah, c'est cool. Marilyn, qu'est-ce que tu avais de ton côté? J'ai une nouvelle pour les gens qui sont... Les 4 personnes qui sont dans le même milieu de diagramme de Venn. Non, c'est pas vrai, on est beaucoup. Qui aiment le métal et les cartoons. Je sais pas si vous connaissez... PB réagit. Yes, j'avais même pas pensé que t'allais être là. Je sais pas si vous connaissez Metalocalypse. C'était une série cartoon de 2006 à 2013, une série américaine. Ça passait à Télétoon Canada, mais sous-titré en anglais, sous-titré en français. C'est 61 épisodes, ça passait sur Adult Swim, et c'était les aventures d'un band fictif de death metal américain, suédois, norvégien. Vous voyez un peu le type. Ouais. Death metal cheveux longs qui se Les perdent dans le bois. Deathlock. Deathlock. Il sait leur nom, Caroline. Ah ouais, je connais. Le guitariste, Mais c'est écœurant.
Mais tu sais, ils ont vraiment composé leurs tunes, ils ont un soundtrack. Ils vont faire un film. On n'a pas encore date de sortie, mais Movie HBO vont sortir un film, c'est confirmé, et c'est avec les deux mêmes réalisateurs que la série. Et ça va recommencer là où la série s'est terminée. Quand même. Ça va être au goût du jour, mais ça va... Parce que, tu sais, ils ont passé en reprise, tu peux acheter les coffrets, tout ça, et je pense que les gens, ils attendaient peut-être une nouvelle série. On a essayé de faire un film, finalement. Et le soundtrack va sortir sur Water Tower Music, qui fait beaucoup de soundtracks aussi, comme ils ont fait Godzilla vs. Kong, puis Justice League, puis tout ça. Donc, on n'a pas la date, mais Movie HBO, ils vont le passer en premier. Faut que tu payes, puis après ça, ça va être en streaming gratuit sur HBO, puis peut-être un autre truc de streaming. Donc, j'ai vraiment hâte. C'était vraiment une bonne série. Ça va dans des endroits vraiment épiques, mais c'est aussi très drôle et très attachant. Ça me dit rien, j'ai jamais vu ça. T'as fait des memes de ça. Tu sais, c'est pas classique, là, mais dans certains milieux quand même. Là, les gens ont été attachés. Mais il y avait de quoi au début des années 2000? Ah, vas-y, excuse-moi. Musicalement, c'était écœurant aussi, là, parce que le gars qui a écrit la série, c'est un guitariste de métal qui torche les culs. Là. Il était écœurant. Fait que, faire un épisode, c'est super tough parce qu'il rentre en studio puis il compose toutes les tunes de la série, pas mal toutes live, puis tu le vois, il y a plein de documentaires sur YouTube, là. Fait que c'est tellement de travail, puis il torche, là. Il a fait un autre projet qui s'appelle Galactica, je pense. Puis Galacticon, puis bref, c'est vraiment comme... C'est un génie, le gars, là. Est-ce que t'es un fan de métal, bébé? Est-ce que j'étais un gros métalleux, moi. Okay. Oh, oui. Big time. C'est ce qui explique la Longueuil qu'on a vu tantôt avant le show, là. Magnifique. Elle est très belle, ta Longueuil. Pour vrai, tu la portes très bien. Sans dire je l'adore. Vraiment. Il y avait de quoi au début des années 2000? En Télétoon, là, à partir d'une certaine heure, là, t'étais comme, tu savais jamais, on dirait, ce que tu allais écouter. C'était comme un peu semi-interdit. Là. Je me souviens quand ça a été lancé. Télétoon de la nuit, ouais, Télétoon de la nuit. Il y avait même des scènes d'animation, c'était comme scène à scène, puis t'avais comme du fouet, puis c'était comme tout un côté cochon qui essayait de développer quand la chaîne a été lancée. C'est comme les intertitres, comme les bumpers entre les émissions. La pâte à modeler qui se faisait du cul. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, là. J'ai manqué ça. Tout le stock de Adult Swim aussi, qui s'est retrouvé sur Télétoon. Ouais. Mais je pense que dans Metalocalypse, c'est ça le nom? Metalocalypse. Ouais, c'est ça. Il me semble que pour le peu que j'ai vu, ce qui m'avait impressionné, c'est que l'animation de quand il joue de la musique, c'est vraiment comme presque à la bonne place où, tu sais... Ouais. Tu sais, d'habitude, une animation de quelqu'un qui joue, c'est juste une main qui se promène, mais là, il se forçait pour comme... je trouvais ça... J'étais fier de mon animation. Une petite touche que t'apprécies. Je suis pareil comme toi, je regarde tout le temps ça. Là. Puis les gars, ils jouent cette musique-là live. Là. Dès que là, ils font des tournées, puis des fois, ils jouent dans le noir complètement, puis c'est des épisodes derrière qu'ils jouent, puis ils font la soundtrack, parce que c'est toutes des tunes qu'ils ont composées, fait qu'ils... C'est vraiment c'est des musiciens de malades, là, genre le bassiste de tout ça, c'est un gars qui joue pas de métal d'habitude, qui est une sommité de bass dans plein d'autres styles de musique, puis il est comme moi je veux jouer du métal, fait qu'il joue là-dedans, puis t'es comme what the fuck, pourquoi t'es là toi, puis c'est vraiment cool, là. Fait que du côté métal autant que BD, c'est comme c'est ça, c'est écœurant. Je sais pas si on fait le même traitement pour c'est quoi, Kid Vidéo? K-I-D-D Vidéo, vieux cartoon dont personne se souvient sauf moi. Ah man, c'est très... C'était quoi la toune? Tu te souviens-tu de la toune? Je me souviens juste que le gars dans le live action faisait yeah avec le poing comme ça. Puis... yeah! Bon, hey, on a appris qu'on est allé à ton show, PB, que tu étais un fan de sci-fi, comme je disais en début d'émission, et que tu étais un fan de Stargate, c'est une série que tu affectionnais. Voyons, tabarnak, que t'aimais. OK, ça va être dit. Que j'aime. Que t'aimes encore. Et étrangement, c'est la chose qui a fait le plus réagir. Je m'en suis fait parler. Les gens commentent un peu là-dessus sous le vidéo sur ta chaîne, à part le fait que j'ai aussi un gros nez parce que c'est le mot secret qu'on a dit à la fin de l'épisode. Ouais. Mais je me suis fait d'ailleurs demander si on avait parlé de Stargate. Et là, les étoiles se sont alignées parce qu'hier, je fouillais pour mes nouvelles pour aujourd'hui. Et là, il y a une nouvelle de Stargate qui est sortie. La franchise est comme un peu dormante depuis quelques années. On a eu une web série qui est un antépisode qui est sorti, qui était pas super bon. Même les séries sont pas vraiment faciles à trouver à part dans torrent. Ils sont pas sur Amazon Prime. Il faut payer. Il y a pas aucun service, en tout cas au Canada, qui les stream, qui les diffuse pour l'instant. Juste avant la pandémie, le producteur de Stargate Atlantis et le très mal aimé Stargate Universe
Qui est excellent. Qui est super bon. C'est Battlestar Galactica rencontre Stargate. C'est malade. Un dénommé Brad Wright elle disait qu'il est en train de travailler sur une nouvelle série. Ouais. Même continuité. Ça suit Atlantis, ça suit Universe, ça suit SG-1. Et là, il y a eu pandémie, donc tout a été mis sur le back burner et on n'a pas eu vraiment de développement depuis. Il y a un nouveau site qui est sorti, par contre, qui a eu une entrevue avec une des actrices de Stargate récemment. Le site en question, ça s'appelle The Companion. Et la proposition est intéressante. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'article clickbait. Par contre, il faut payer un montant et ils vous offrent des entrevues avec des gens qui sont du milieu de la télévision. Donc, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, des actrices qui ont participé à plein de projets. Et de cette entrevue, il y a eu un extrait qui est sorti avec Amanda Tapping, qui était une des actrices de SG-1 pendant Carter. Oui, exactement. Carter, elle jouait Carter, qui a pendant 10 ans elle a incarné Carter. Il y a eu 2 téléfilms. Et elle a révélé qu'elle s'était fait approcher récemment par Brad Wright pour revenir à la série. Et si ça a lieu, elle a accepté, elle est full partante, non seulement pour reprendre le personnage, mais aussi pour réaliser des épisodes, parce qu'elle est également réalisatrice, et de laisser aussi le flambeau à une nouvelle génération d'explorateurs à travers le Stargate, parce que, bon, de un, je pense pas que c'est tout le cast qui va revenir. Il est temps aussi de passer le flambeau. Là, ça fait depuis les années, début des années 2000, je crois que cette série-là existe. Ça fait très longtemps. Donc, bonne nouvelle si vous êtes amateur de Stargate. Il va y avoir possiblement un retour de la franchise. Et en même temps que cette annonce-là est sortie, il y a une compagnie de jeux vidéo qui s'appelle Creative Force Games qui a annoncé qu'il est en train de développer un jeu vidéo de stratégie en temps réel de Stargate qui s'appelle Stargate Timekeepers. Donc, pas de date de sortie pour l'instant, mais ça se passe en parallèle de la saison 7 où il y a eu comme un gros combat en Antarctique et ça suit les déroulements de ces événements-là. Donc, Stargate qui s'est aligné pour toi, ça s'en vient. Tu vas peut-être avoir un petit quelque chose à la télévision prochainement, puis à tout de moins, un jeu vidéo. Mais je sais même pas si tu étais un gamer. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo? J'ai commencé à jouer pendant la pandémie plus. J'ai eu des passes avant, mais j'ai toujours décroché vite pour comme focusser sur l'humour puis juste faire ça parce que je parlais avec mes amis, tu sais, puis ils me disaient je commence à jouer à un jeu ces temps-ci, je nomme le jeu, puis je l'ai passé à 100%. Puis j'étais comme OK, puis j'ai fait sont là tes projets là. Genre une fois je parle de qu'est-ce quoi de neuf, je travaille là-dessus tranquillement, t'es comme OK, mais c'est ça, fait que moi j'ai toujours fait, je veux pas tomber là-dedans, mais j'ai des passes. Puis une de mes nouvelles a rapport avec ça d'ailleurs. Génial, super. Ben justement, c'est à toi, je te laisse la parole PB. Merci beaucoup d'ailleurs de te porter à l'exercice. Tu as lu la bande dessinée, tu es allé chercher des nouvelles. Puis la semaine passée, tu étais super occupé, donc c'est vraiment apprécié encore une fois. Puis on prend pas ça pour acquis. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ben moi, je suis super content d'être là. Ça fait un bout que je vous suis en parallèle. Puis quand je vous ai invité, c'est parce que j'étais content de reconnaître votre travail. Tu vous êtes rendu quasiment 700. Je sais que je suis pas un invité de 700, je suis un invité de 698. Je sais où je me situe dans le star système du web québécois. Ça barnouche. Hey boy, t'es allé à sous-écoute, pas nous autres. Fait que ça peut te donner aussi un indice de où est-ce qu'on est dans l'hierarchie. Nous autres, on a le petit poisson, pas celui qui mange la marde des petits cailloux, mais celui qui est comme focal, puis on dirait qu'il sait pas trop où est-ce qu'il est. Là. Dans l'aquarium du milieu, là, c'est nous autres, ce poisson. Celui qui nettoie les petits poissons. C'est ça, exactement. C'est celui qui est après les autres poissons. Et voilà. Ça fait longtemps qu'il est là, mais. Ça fait longtemps qu'il est là, il t'offre, mais il a pas l'air en santé, ben. Mais parlant de poissons, c'est un excellent lien vers ma nouvelle. Moi, j'ai découvert un jeu en pandémie. Parce que moi, je suis un fan. Ok, c'est vraiment bizarre. Je suis un fan de plongée sous-marine. Genre, je triple là-dessus. OK. Puis je veux en faire le plus possible dans la vie. Puis c'était ça mon plan. Puis là, la pandémie est arrivée. Puis ça a touché mes plans. Donc, en pandémie, là, on avait tout perdu. Je capotais. Fait que je voulais juste. J'ai vu passer un jeu qui s'appelait Subnautica. Oui. Moi, je connaissais pas ça. Fait que je me suis dit, je le download. Puis là, je commence à jouer. Puis je réalise que c'est pas le genre de jeu pantoute que je pensais que c'était. Moi, j'avais jamais joué à ça, des survival games, qu'il faut que tu ramasses des affaires. Puis là, tu construis les affaires. Puis tu continues. Puis tu avances. C'est un style de jeu que je connaissais pas. Mais j'ai dévoré ce jeu-là. Genre, j'ai joué comme un défoncé. Ça me calmait d'être dans l'eau. Puis de juste aller chercher mes petites roches. Puis j'adorais ça. Puis à un moment donné, j'avais peur parce que là, j'allais plus profond. Puis je commençais à capoter. Là. Mais là, ils ont sorti la suite officiellement le 14 mai. C'est la date officielle. Il y avait la bêta version avant. Mais là, le 14, ils ont sorti la suite de ce jeu-là que j'ai acheté et que là, j'ai très, très hâte de... Je vais choisir mon moment. Je vais dire à tout le monde, écoutez, je suis pas mort, mais vous n'entendrez pas parler de moi pendant un moment. Et je vais juste dive in là-dedans parce que c'est magnifique comme jeu. Est-ce que c'est un jeu que tu peux compléter? Est-ce que c'est un jeu que tu peux terminer? J'ai l'impression que non. Oui, on peut finir. Oui, il y a un storyline, en fait. Okay. Tu peux prendre le temps que tu veux pour le compléter, mais il y a une histoire. C'est juste qu'au travers de ça, tu peux perdre ton temps à bâtir des bases à gauche à droite si tu veux, là, puis à te promener, tu sais. Mais c'est ça.
Ça, c'est un des jeux qui a été en Early Access, en programme Early Access sur Steam pendant très longtemps. Donc, ça veut dire que le jeu est disponible, il n'est pas complété, puis il y a des mises à jour qui sont fréquentes. Ouais. Puis ça a été un success story, parce que sans l'apport de la communauté, je pense pas que ce jeu-là aurait pu exister, qu'il aurait pu voir le jour. Ah ouais? Oui, ben en fait, c'est comme ça qu'il a été financé. Il y a bien des projets qui tentent de fonctionner sur le système Early Access, puis pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, quand tu es sur Early Access, il faut que tu fournisses. Moi, j'ai travaillé pour une compagnie de jeux vidéo qui était en Early Access, puis ils ne fournissaient pas, et on entendait parler. Mais Subnautica, c'était le jeu auquel on faisait souvent référence pour dire voici à quoi ça a de l'air, un développement avec un financement qui vient de la communauté, et ça a brisé tous les records. Ben, justement, il y a une expansion qui s'en vient. Puis ça me fait penser aussi au jeu que Simon t'avait joué dans le temps, qui traite de plongée sous-marine également sur Abzu. la PS4. Abzu. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai joué aussi en pandémie. Ah Je ouais. les ai toutes faites. J'ai même Echo de Dolphin, c'est un émulateur. Là. Je voulais T'es capable de jouer parce que c'est épouvantable. On peut pas C'est jouer. dégueulasse. C'est dégueulasse, ce jeu-là. Je voulais juste être dans l'eau et me promener. Fait que je downloadais tous les jeux qui avaient rapport avec des poissons puis de l'eau. Je pense qu'il y a dans des ils ont parlé de Echo de Dolphin récemment, puis il y a personne qui aimait ça, jouer à Echo de Dolphin. C'était infaisable. Non, Y a je quelqu'un qui comprenais a pas. fini ce putain de jeu-là, c'est épouvantable. Je comprenais rien. Je Non. l'avais au Super Nintendo, je pense. Je ne comprenais pas ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est une exclusivité sur Genesis, si je me trompe pas. Puis Peut-être au Dreamcast. tu mourais d'abord. après 30 secondes parce que tu n'arrivais pas à trouver ton oxygène, puis là, tu étais perdu, puis ça finissait plus. Puis Ouais. c'était vraiment un joyeux bordel, ce jeu-là. Il n'y Mais avait pas c'est- de vidéo de walkthrough dans le temps. là. Non, Non. c'est ça. Non, C'est comme la malheureusement. vie. Mais Simon, Abzu, t'as-tu aimé ça? Ah oui, j'ai joué Ouais. plusieurs fois. Puis ça, c'est relaxant. Sauf le bout où t'as le requin qui arrive. Tu fais Ouais. le son un peu, mais sinon, tu sais, c'est super beau. Puis quand tu pognes des boosts, puis tu nages avec les petits poissons, puis tu vas super vite. Ou le petit bout où t'es vraiment petit à côté des baleines géantes. Ah, c'est magnifique. Ouais. C'est comme un journey de l'eau. Parce que journey, c'était ça aussi. Ouais. C'est un parcours où tu peux pas vraiment mourir. Au pire, tu recommences tout le temps. Mais la ride est le fun. D'ailleurs, en parlant de personnes qui est le fun, notre ami Laurent Boutin s'est joint à nous. Salut Laurent. J'essaie tout le temps de trouver une manière de présenter. PB, Laurent PB. Salut Laurent. On parlait de Salut, baleines. enchanté. On parlait de baleines, Santé. de plongée, de poissons, de jeux qui se passent dans l'eau. Ah, Toi, de j'ai toute peur façon, de ça maintenant. toi, Anyway, tu joues tout le temps à Diablo 2. C'est pas mal le seul jeu auquel tu... Non, je recommence Grim Fandango en loup. Ah, sans moi. Des fois, je joue à Super Mario, mais c'est pas long que je pitch ma manette. Je suis pas très bon. Tu pitches ta manette à Super Mario. Ouais, je suis ce genre de gars-là. Moi non Mais plus, quel- je Pas pour peux rien pas. que j'aime ça. Pas pour rien que j'aimais ça, les point and click. Hein. Oui, ok, oui, Je je vais pas comprends. tomber dans rien. Non, les trous sont là, mais tu peux pas tomber, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, Laurent, tu vas être content. Diablo 2 va revenir pas sous forme de POG, bien sûr, mais vraiment en format remastered. Oh, Ben oui, ça ok. sent une Je couple suis de mois. là. excité. Ben, je sais pas, je suis pas dans tes pants, là, mais tu devrais. Je veux dire, t'es un gros fan. Ben, de- ils ont de enlevé la ses franchise. pants, voyons. Oui, CV est rendu Ouais, chez lui. Ils enlèvent Non, quand ils arrivent Pantaloon. chez eux. C'est vrai. C'est un Ah, no juste, pantaloon. Juste Vas-y, dire vas-y. avant, vu qu'on parle de jeux vidéo, je suis en train de jouer à Red Dead Redemption 2. Là, je suis full dedans. Au début, ça m'a pris du temps. Mhm. Là, je suis vraiment dedans. Puis, je viens de vivre un moment où, après une mission, je m'en vais m'asseoir sur le bord d'un feu avec toute ma gang dehors la loi, puis on chante des chansons. Puis, c'était magnifique. C'est relaxant. C'était hein? juste ça. J'étais tellement content. Puis là, t'es comme... T'es aimes, là, ta gang. Là. J'imagine qu'ils vont tous mourir à un moment donné parce que c'est un jeu qui tu sais, c'est Comme rough, nous là, autres, mais... oui, Est-ce que non, tu c'est vrai. peux choisir les chansons que tu chantes à l'entour du feu? Non, c'est les autres qui chantent. Tout est juste à côté, puis t'es comme, ouais. Ok. ouais. C'est-tu bon? Au moins, c'est-tu catchy ou c'est comme quand tu lis une toune dans Le Seigneur Ah des oui, Anneaux? ben, t'es comme, c'est qu'est-ce que ça va te finir? toutes des tunes qu'on connaît un peu, là, des vieilles chansons, des vieux chants, Ok. des tunes Le mexicaines. vieux dans le bas entre du autres. fleuve? Oui, il y a la tune de Groovy Aardvark, là. Non! Aussi, Cain aussi dans le... non, il y a du quelqu'un. Ah, ok. Ils font, il y a du quelqu'un. J'ai commencé, moi, à jouer Star Wars Jedi Fallen Order. Ah oui, c'est bon ça. J'aime ça. Je suis vraiment poche, par exemple. Là. Je sais que c'est un genre de Dark Side light. Il y a de quoi au niveau du combat que je comprends pas encore. Là. C'est Mais beaucoup... tu sais, les Jedi nous ont appris que c'est un apprentissage. Hein. Faut que tu y ailles. Merci.
Ouais, mais si c'est le cas, je suis passé Darkseid depuis bien longtemps parce que ma manette aussi, elle revole comme Laurent. Faut que tu aies 3 ans sur une planète t'entraîner tout seul en faisant on sait pas quoi, puis que tu reviennes avec un costume dark après. Mais on c'est Dragon Ball ou c'est Star Wars? C'est quoi, là? Je suis un C'est peu Luke. C'est Luke. Ben oui. Ah, Ben, on sait ben qu'est-ce qu'il fait. oui. Il se promène avec Yoda dans son sac Sur à son dos. dos. Concentre-toi! Il est pas parti bien longtemps. C'est 3 jours pour devenir un Jedi. C'est pas un grand investissement. 3 ans. Il est pas parti 3 ans entre les deux. Mais voyons. Là, 3 ans? Il est pas parti 3 ans, mais non. Je sais pas combien. Mais non, mais Non, je pense pas. Il est parti Eh genre non, un film, là. Mais, ben, c'est ça. T'es comme, on a besoin d'aide, qu'est-ce que tu fais? Je me pratique, non. Ouais. Je flottais des roches, crissez-moi patient. c'est moi des patients. Je vois tu Mais, les décors sont malades, la direction artistique est superbe, la musique digne de John Williams, mais c'est pas lui qui la signe. Et le personnage principal, qui est un acteur qu'on a vu récemment dans Gotham, est excellent. J'ai rien à dire. En fait, c'est le genre de jeu qu'à un moment donné, tu oublies que tu dois jouer, puis t'es juste porté par l'histoire, par les personnages, puis c'est pas juste des copy-paste des personnages qu'on a vus dans les Star Wars d'origine. Comme oui, il y a un robot, oui, il y a un Jedi, oui, il y a un extraterrestre qui est un pilote un peu smartass, mais c'est pas des personnages que t'as déjà vus avant. Puis je m'attache à eux, puis ça, c'est signe que ça fonctionne, tu sais, que la narration est forte. Et juste pour ça, je vais continuer à jouer. Et ce qui est intéressant, on m'a dit que tu peux baisser aussi la force le AI des ennemis. Donc, si au pire, à un moment donné, t'es pogné ou t'es pas capable de progresser, moi, ce genre de joueur-là, je me fais pas suer. Je mets plus facile, je finis de coup, puis après, je repasse à un autre. Parce que c'est l'histoire qui m'intéresse. Moi, Ouais. je suis pour ça mettre très facile, pas de difficulté. Tu sais, un peu comme, tu sais, exemple, Minecraft, que tu peux jouer, qu'il y a des méchants ou qu'il n'y en a pas, là, ou de pouvoir, tu sais, avoir une gradation de la difficulté, tu peux changer au niveau, c'est correct, ça te tente pas de te battre contre des méchants puis de mourir aux 2 secondes. là. Ouais. T'es pas là pour te faire chier, tu sais. Ah, je fais la même chose, je mets ça à easy. Moi, je suis comme, hey, j'ai une vie normale, là. J'en ai assez de bugs. Ouais, là. toi, t'as pas mal d'affaires en même temps. Là. Fait que jouer, déjà, c'est comme presque un luxe. Là. Je sais pas comment tu fais. Ouais, là. c'est de la détente. Ben, je fais ça entre deux affaires, là, quand je reviens. Puis quand je me réveille trop tôt, je suis pas capable de me rendormir. Je fais, bon, ben, ça a l'air Ouais. que- Ouais, on va moi, faire ça- ça avant, en attendant que tout t'ouvre. Laurent, toi, qu'est-ce que t'avais de ton côté? Puis oublie pas de parler dans ton micro, Laurent. Là, J'y pense constamment. Je sais, je te vois y réfléchir, mais tu vas l'oublier tantôt. Je te fais confiance. Ah, Mais sac. non, c'est la pression. Tout le temps sur mon dos. Mais non, Laurent, je t'aime. Tu sais que je pouvais te donner un hug, je le ferais. Ah, bientôt. En fait, je pense que c'est la seule personne que j'ai huggée durant la pandémie. Hein, on a-tu fait ça? Oui, on était un peu... On a-tu fait ça? On a fait ça, on était passablement diagonal. Ah, good times. Oui. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, là. Ouais, moi aussi, moi, ça fait presque 4 mois que j'ai pas bu encore. Fait que... Ah ouais, Ouais, quand ouais. même. Good job. Ouais, Comment ça marche, faire un hug en diagonale? On n'était pas diagonale physique, c'était au niveau de l'esprit. Ah oui, Ben, Ouais, c'est ça va bien si vous êtes sur la même diagonale. Si vous êtes juste comme pas sur un axe différent, c'est vraiment compliqué. Ouais, c'était Perpendiculaire, ça perpendiculaire, c'est ça que j'allais dire. Caliste, la seule fois que ce mot-là, je pouvais Ouais. l'utiliser, Marilyn, tu me l'as volé. Tout cela! Tu sais, si t'es genre en train de monter la côte sur P9 pour aller Ouais. à Sherbrooke, puis Ouais. que tu te penches encore un peu plus, Ben, si Laurent sur est pied là, diagonale. Oui. Ouais, c'est Ouais. Oui. c'est relatif. J'attends tout le temps là pour recevoir des hugs, d'ailleurs. Ah, c'est ça. Check bien ça. C'est ça En qui se octobre, passe. Laurent, qui va être en bas de la côte à attendre des hugs. Mais tant qu'à avoir un hug de une personne, je choisirais Laurent. Ben oui. Non. Ben oui, absolument. Il est Un beau. bon hug. Oui, il est doux. Hein. Tu le Ouais, sais. mais là, j'ai de l'amour à redonner, là. Là, c'est Ça comme va le être des gros Kalinos hugs. qui a comme pas complété sa job pendant des années, puis Ouais, il y en c'est a trop. Là. Il veut donner à tous. J'ai le petit bedon d'amour qui bouillonne. le petit bedon d'amour qui bouillonne. Ce serait quoi ton symbole, Laurent, mettons, sur ton ventre si t'étais un Kalinos? Ça serait un signe rouge d'interdiction avec des petits pantalons dedans. Il pourrait avoir un petit cœur juste pour compléter là, le... Oui, il y aurait un petit cœur de cousu sur la poche du pantalon. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr Ouais. que c'est ça. Ça risque d'être plus difficile de donner des câlins si t'as pas de pantalon sur la rue, par exemple. Ah, pas avec Laurent. Oh, C'est un défi. Mais pas Laurent. défi accepté. Checkez bien J'ai la jamais montré mon excellent déguisement de Winnie the Pooh. Non. C'est un t-shirt rouge.
C'est vrai que t'es un petit peu poilu, faut Ben, le c'est dire. ça, c'est ça. Ouais, oui. Ah non, j'ai cassé Marie-Lune. On sait que Marie-Lune a vraiment du fun quand elle est rendue rouge ici au niveau du chest. Là, ça, on se fait penser à ma tante Jocelyne quand elle rit. Ah, ça y est. Je suis rendu niveau ma tante Jocelyne. Mais non. C'est pas ça que j'ai dit. Et c'est le fun, on est tous là. Tout le monde est là. Tout le monde a du fun. Attendez, je m'en vais danser autour de ma sacoche. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que t'avais, Laurent? Bon, de ton fait côté? que oui, pendant qu'on parle de contact physique, je vais vous parler du cinéma L'amour. Ben oui. Ça vous tente dessus? Oh, ben, vas-y. Vous êtes familier avec le cinéma L'amour? Non. Trop. Trop. Je suis jamais allé. Je suis passé Pour devant le vrai, cinéma. êtes-vous déjà allé? Moi, je suis allé une fois voir un show pendant Pop Montréal. Mais c'est quoi exactement? C'est un genre de vieux cinéma qui est rendu un cinéma C'est- érotique, c'est ça? C'est ça, c'est un cinéma érotique sur la rue Saint-Laurent à Montréal, au coin de Duluth, qui est vraiment comme une des plus vieilles salles de cinéma encore en activité à Montréal. L'affaire, c'est que personne en profite vraiment, ou en tout cas, c'est pas dans les gens que je connais, Non. parce que c'est vraiment un cinéma porno. Et de ce que j'ai ouï dire, peut-être aussi le palliatif au fait que les clubs échangistes sont pas ouverts en ce moment. Ouais, il y a comme de paraît. quoi qui empêche les activités de ce genre. Ouais, ben c'est ça. Fait que ça a l'air que c'est cet endroit-là qui sert à ça en ce moment. Mais il y a le site web de cinéma, Cinémaniac, en partenariat avec d'autres entités de cinéma, dont Tank.ca, qui est une plateforme de documentaire, le festival Les Filministes, qui est un festival de films féministes, et le festival de court-métrage Plein Écran, qui viennent de lancer un Kickstarter. Je dis un Kickstarter, mais c'est sur La Ruche. Donc, Une campagne de c'est- sociofinancement. Ouais, une campagne de sociofinancement, mais sur La Ruche, qui est le Kickstarter québécois. Mhm. En fait, dans le but de justement proposer autre chose dans cette salle-là. Donc, tu sais, une programmation alternative, un peu documentaire, un peu des événements et tout, Ça le toutes sortes d'affaires. Ouais. Tu sais, qui peuvent parler aussi un peu de sexe, parce que c'est un peu le cinéma, je veux dire le cinéma qui amène ça, mais pas juste des films de fesses, mais des documentaires ou des Sur films la féministes sexualité. sur la sexualité et peut-être même des événements, dont un qui impliquerait notre ami Jake Dion, mais je pense pas que je peux en parler encore parce que c'est tout soon, mais Ouh, OK. ouais, Nice. fait que un film de fesses avec Jake Dion. Pas sûr de Non, écouter c'est ça, pas ça, par c'est pas exemple. Sinon, ça- Mais c'est ça, là, il y a... On sait qu'il y en a. C'est l'enfer. C'est sûr qu'on vient... Oui, on le sait qui. C'est quoi? C'est la règle 31, là. On sait qu'on y a passé, donc ça existe. Non, Right? oui, mais. Ouais. Ouais. Enchaîne. J'ai comme imaginé, Oh, c'est non. genre... Sur YouPorn, là, le titre du vidéo, c'est « Jake a perdu ses clés On sait où est-ce Où qu'il est-ce était en qu'ils plus, sont? ses clés. Il était dans Ah oui. dans l'arrêt de notre ami Axel. ». Ouais, ou Ouais. vice-versa, je sais plus, Jake. là, mais... Non, c'est Jake qui avait mis ses clés. Oui, excusez-moi. C'est une anecdote qui n'a pas rapport avec. Excusez. Ouais, mais en tout cas, quelqu'un... Je connais pas cette anecdote, c'est qu'Axel qu'Axel cherchait ses clés puis avait passé la nuit chez Jake quand elle habitait à Québec, puis elle était à Montréal. Puis à un moment donné, elle cherchait ses clés, puis elle s'est retournée, puis comme, où sont mes clés? Puis je pense qu'il avait partagé le même lit. Elle se retourne, puis les clés à Axel étaient dans l'arrêt à Jake qui venait de se retourner. Genre, fait qu'il- Ah, c'est Voilà. magnifique. C'est Il est une en très belle- sécurité. Voilà. Je suis sûr qu'il y a plein de trésors dans ce trait-là. Ben, on a sorti, ça a été une joke qui a suivi pendant plusieurs années par la suite, c'est que l'arrêt à Jake est une poche de popples dans laquelle il y a Ouais. plein de. Tu sais, tu peux ressortir une échelle. Moi, je l'imagine comme la barbe, là, tu sais, dans la BD de Léonard le génie, là. Il sort tout le temps des items de sa Oui, il est grosse dans le club. barbe foisonnante. Comme les cheveux à Marge. C'est là qu'elle a ses économies. Ouais, genre, C'est ça. ça, mais c'est la Magic. Exact. Donc, Sacoche il y a de une- sport Billy. Bon, un Kalinours, c'est pas un popos. Oh. Super. On trahit notre âge hein, depuis tantôt, je pense. Ouais, voilà. Fait que, allez checker... Des vidéos sur TikTok. Chiche. Voilà, ok, c'est bon. T'as Merci. sauvé, T'as sauvé. la face. On est jeunes. Nous autres. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que je fais des bruits quand je m'assis. Commence à faire ça, moi aussi. Quand j'attache mes souliers. Puis pourtant, j'ai pas mal, c'est juste, je sais pas, ça doit être génétique. Ouais. C'est la loi. Génétique. Je sais pas, oui, mon père fait ça.
Ouais, nos pères font ça, je pense. Mhm. Ils font tout ça. Fait que, donc, checker la campagne de sociofinancement. Pour vrai, le but, c'est de, travailler sur une programmation alternative et aussi de changer un peu le setup vétuste du cinéma L'Amour parce que je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu d'amour qui s'est donné là-dedans. Je pense qu'ils ont genre un lecteur DVD, puis c'est pas mal ça. Fait que il faudrait changer ça, puis le projecteur, puis le système de son pour que ça ait de la gueule autant que la salle qui l'entoure, puis qu'on ait du fun dans des projections. Donc, c'est combien l'objectif? Est-ce que tu sais? C'est 10 000 $ quand même. Ben oui, ça s'atteint, là, franchement. Ça s'atteint. Puis les perks sont cool. Là, il y a des t-shirts, des hoodies à l'effigie du cinéma L'Amour. Tu peux acheter aussi des gigantesques vieilles affiches de films de fesses qui ont déjà joué au cinéma. Mais vous êtes un peu collectionneur. Ouais, c'est ça. Ouais, puis il y en a aussi pour moins cher. C'est des photogrammes qui appellent ça. Là. C'est comme... genre des photos on-set qui viennent aussi de films de fesses là, qui servaient à la promotion ou tout, ou mettre dans la petite vitre. Là, genre, ces temps-ci, on projette ça, là, puis là, tu as des screen capture des films. Là, fait que si vous êtes un peu collectionneur de ce genre-là, il y a moyen d'avoir des trucs cool, puis il y en a pour tous les prix aussi. Je pense que tu peux avoir une visite privée de couple, là, de tout le cinéma pendant qu'il est fermé, voir l'arrière du décor et tout, là, puis c'est vraiment cool parce que c'est comme patrimonial comme endroit, tu sais, puis c'est quand même très beau, là. C'est vraiment beau, tu sais, c'est ça. Moi aussi, la fois que je suis allé, je suis comme, c'est vraiment magnifique, là, t'essaies de pas trop penser à sur quoi tu t'assois. Ben, c'est ça, là. C'est un autre issue. Mais... C'est salle de cinéma, mais salle avec juste un L. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme un petit peu de renipage à faire de ce côté-là, mais c'est quand même un beau projet, là. Puis ça serait cool, justement, de pouvoir fréquenter cette salle-là sans avoir peur de dans quoi tu t'embarques. Ouais, c'est ça. Faut pas que le plancher soit collant, mais pas à cause que de la liqueur. Sans que j'ai peur de tomber enceinte si je m'assois en jupe sur le siège. Voilà. Fait que, ben, c'est ça. Donner généreusement, ça serait cool. Moi, je veux me tenir là tout le temps ou presque. Après la pandémie. Il y a quelque chose d'intéressant de pouvoir présenter des trucs avec de la nudité dedans ou même du sexe qui sont pas nécessairement de la porn. Parce que d'un point de vue juste artistique, moi, mettons, quand je pense à écrire des scénarios, inclure du sexe là-dedans, alors que ça fit vraiment dans une histoire qui n'est pas complètement du sexe tout le long, ça ouvre des portes à plein d'affaires pour des histoires. Je trouve ça le fun d'avoir une place où on pourrait diffuser ça. D'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de show d'humour dans cette salle-là? Il me semble que ça fonctionnerait. Tu peux louer le cinéma L'Amour, si je me suis mis. J'en ai parlé avec quelqu'un récemment de faire ça, justement. Ben, regarde, peut-être qu'il y a une opportunité qui va se présenter avec le revamp. Il y a moyen, ils sont ouverts. C'est ça, je sais que Pop Montréal, ça fait une dizaine d'années qu'il y a au moins un show par édition. Peut-être pas l'année passée, là. Mais ils laissent pour des événements. Là, c'est clair. Il y a eu un show de Lydia Kepinski que j'ai regardé sur YouTube, mais ça avait l'air vraiment quelque chose d'être là. La salle est magnifique. Là. Ça me fait penser à la salle dans le film Last Action Hero. Tu sais, les vieilles salles de cinéma avec des moulures, puis des balcons. Puis moi, c'est ce que j'aime pas des nouveaux cinéplex. Là, je trouve ça froid puis impersonnel. Puis je sais pas. J'ai l'impression le cinéma de Paris à Québec. Le cinéma de quoi? De Paris à Québec. Ça ressemble à ça? Mais c'était l'ancien cabaret du Capitole. C'était une salle de cinéma comme ça, c'était super beau, puis il passait des vieux films qui étaient déjà sortis en VHS à ce moment-là. Tu peux aller écouter genre Titanic ou Jurassic Park, mettons, ça coûtait une pièce. Ah ouais. C'était un vieux cinéma super beau. Hey, laisse-moi te poser une question. Est-ce que, j'imagine que la rétroaction du public, là, tout le monde en parle en ce moment, là, on s'entend surtout pour les humoristes, les artistes de la scène, ça compte pour beaucoup. Là. C'est pas juste la paye, mais c'est ce qui vous remplit d'énergie. Puis pour nous, avoir fait des shows, le contact avec le public, c'est extrêmement nourrissant. Ouais. C'est presque addictif. Il faut faire un petit peu attention avec ça. C'est très addictif. Est-ce que la salle peut, déjà en partant, pas motiver, mais influencer comment un show va se dérouler dans ta tête? Totalement. Totalement. Tu deals avec des humains. Tu deals avec des humains dans un certain mood. Ton but, c'est de les amener à une place, puis tout joue contre toi. La météo joue contre toi. L'heure du show joue contre toi. Le niveau d'alcool qu'ils ont dans le sang. Le type de pièce, une pièce chaleureuse puis une pièce froide, c'est pas la même affaire. Fait que c'est pour ça que chaque salle a sa personnalité. Ouais. Puis il y a des places où tu vas où
ça va toujours être tough, cette place-là, mais tu continues d'y aller parce que tu veux mettre ton stock à l'épreuve, dans une place qui est plus difficile, puis il y a des places qui sont bonbons, que tu vas là, puis tu peux faire une V1 pas claire, puis tout marche bien, puis tout est drôle. Fait qu'on a besoin de... Mais tu peux vraiment le voir comme la personnalité d'une salle. Puis à partir de là, c'est ça. C'est un concept qui est profondément humain quand tu y penses, parce que pour vrai, la salle en tant que telle, tu sais, à part la couleur, tout ça, il n'y a rien de différent. Là. C'est nous qui projetions des impressions sur la salle. Il y a un peu ça, mais il y a aussi l'acoustique. La façon dont ça résonne, comme le brouhaha. Je pense. Est-ce que vous avez déjà fait des trucs au brouhaha? Tous nos lives sont au brouhaha habituellement. C'est ça, ok. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas me tromper, mais cette pièce-là est super tough. Parce que les murs, il y a des rideaux tout le tour, ça absorbe le son, ça. Fait que quand tu ris dans le fond de la salle, ça rebondit pas sur le mur puis ça rentre à moi. Ça va mourir dans le mur. Fait que c'est une salle qui s'étouffe plus vite. C'est drôle parce que nous, on l'a fréquenté pendant des années. Quand je vais là, pour moi, c'est réconfortant parce que je sais où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'il y a comme un autre signifiant rattaché à la salle. Tu développes ça avec les années en faisant... Ça fait 10 ans que je fais des bars à Montréal. Fait que je suis allé dans des centaines de fois dans toutes ces places-là. Fait que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais quand tu vas jaser avec ton mononcle qui dit 4 mots, ça va être quoi la discussion? Mais tu n'y as pas parlé et tu es content de le voir pareil, mais tu sais à quoi t'attendre. C'est la même affaire avec une salle. Le Ninkasi, l'ancien petit medley qui est fermé durant la pandémie, je sais pas ce qu'ils vont faire avec cette salle-là, parce qu'il y en avait une au 2e qui était en même pas mal cool. Il y avait un festival, le Mini-Fest qui avait lieu là à chaque année, puis c'était une salle qui était faite en long qu'un bar dans le fond. Ouais. Très le fun. J'espère qu'il va y avoir des projets pour animer cette place-là, parce que c'était le fun, c'est une belle place. Mais le bar est fermé complètement en dessous. Fait que je sais pas si ça venait avec la salle. Je pense que c'était les mêmes propriétaires. C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec le... C'est un des premiers bars qui est fermé à Montréal l'année passée quand il y a eu la pandémie, là, pas longtemps après. Je pense que c'est 2-3 mois après le début de la pandémie. Simon, qu'est-ce que tu avais d'autre dans tes affaires, toi? Tu sais, avec le déménagement dans mon nouvel appart, ça m'a permis de faire un peu de ménage dans mes VHS. Oui. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de rip-off d'Indiana Jones. Genre une vingtaine, tu sais, c'est pas énorme, mais quand même. Fait que je me suis dit, hey, je vais en écouter. Puis là, j'en ai écouté 2 dans la dernière semaine. Fait que j'aimerais ça vous en parler. J'ai écouté un film qui s'appelle Le Temple du Dieu Soleil. Belle pochette pour les gens qui nous écoutent live, là. C'est, wow. En anglais, c'est The Ark of the Sun God. Ou en italien, I sopravvissuti della città morta. Bon, j'ai fait un mot, là, mais c'est ça. C'est sorti en 84 et c'est réalisé par Antonio Margaretti, qui a fait, entre autres, Yard, The Hunter from the Future et Alien from the Deep. Donc, des grands succès. Oui, hier, on l'a écouté, par contre. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai trouvé, enfin, ça fait des années que je cherchais ça. Oui. Parce que Yard, The Hunter from the Future, en Italie, ça a été diffusé comme mini-série télé. Et il y a 4 épisodes d'1 heure. Et j'ai trouvé les 4 épisodes. Wow! Fait que là, j'ai la version longue de ce film-là, qui est déjà long à la base, mais c'est pas grave. C'est ça, là, c'est un super voleur, si on veut, qui se fait engager pour trouver le sceptre de Gilgamesh, quelque chose du genre. Fait que là, le film se passe tout en Turquie. Fait à noter, c'est que le méchant du film est joué par le sidekick dans le Star Wars turc. Ike stuff. My God. Wow. OK. Pour ceux qui se souviennent du Star Wars turc, c'est pas Kinetarkin, c'est l'autre. Ouais. Puis il y a aussi le gars qui se fait séparer en 2 au niveau de la fourche dans Whitefire, qui se retrouve dans ce film-là. Donc, Gros casque. Gros casque. Mais l'acteur principal, c'est David Warbeck, qui a fait plusieurs films avec le même réalisateur. Je pense qu'il y a 3 films Indiana Jones rip-off avec lui. Fait que je vais écouter ça prochainement. Il y a aussi John Steiner qui d'habitude joue des méchants. Fait que là, tout le long du film, je pensais qu'elle allait se révéler être un méchant, puis non. C'était un gentil tout ce temps-là.
Bon, je rentre dans les détails qui intéressent personne. Mais c'est ça. Là, le personnage principal, il est beaucoup plus James Bond, je dirais, que Indiana Jones. James Bond, Roger Moore, un peu goofy, de l'action, il fait des jokes. Puis il a traîné sa blonde pour l'aventure, puis sa blonde se fait kidnapper genre 4 fois. Mais au moins le film l'adresse. À un moment donné, ils font une joke. Elle est comme, elle roule des yeux, bon encore que je me fais kidnapper. Fait que tu sais, je me suis dit, OK, ils sont quand même. Il l'adresse au moins. C'est ça, il l'adresse. Puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, il y a comme tous les personnages. Parce que faut dire que dans les films d'exploitation, souvent, ce cinéma-là comprend comme pas qu'il faut qu'il y ait d'autres personnages le fun. Il se concentre juste sur le héros. Puis t'as les autres qui, s'il est mal joué, tu t'en fous, mais il n'y a jamais de développement, tu sais. Des faire-valoir. Exact. Ça faisait longtemps qu'on avait utilisé ce mot-là. Puis là, dans celui-là, ben, les personnages sont le fun. Les personnages à côté du héros sont le fun. Fait que là, tu te dis, bon, ben, c'est un film d'exploitation, puis souvent, ils vont juste garder le héros vivant, puis tout le monde va mourir. Mais c'est pas ce mood-là, ce film-là. Tout le monde survit à la fin. Puis à la fin, ils font comme une blague, puis ils sont tous crampés après avoir survécu à une grotte qui tombe sur eux autres. Fait que j'étais comme content. Je me suis dit, ah ben, tu sais, si t'as le goût de voir Indiana Jones, mais pas vraiment, celui-là, c'est un bon choix, j'ai trouvé. C'est très... Quand t'es dans ce mood-là, ouais, c'est le fait pour toi. C'est comme tu sais, mettons, t'as le goût de boire un Coca-Cola classique, mettons, un Coke, mais que finalement, il y a juste du RC Cola au dépanneur. Puis tu l'achètes, puis tu fais « Ah, ben, c'est correct. » Ça remplit le vide que t'avais, mais c'est pas incroyable, mais tu sais. Aussi, faut que je mentionne qu'il y a une grosse poursuite de chars à un moment donné, puis c'est vraiment des miniatures, c'est des chars miniatures qui foncent dans des affaires. C'est génial. Mais c'est comme bien... Tu sais, tu le vois que c'est des maquettes, mais que c'est en même temps bien fait. C'est un drôle de mood, mais... ouais, j'adore les maquettes. Tu t'aimerais ça. Et là, je vais vous parler du deuxième que j'ai regardé. Ah oui, juste mentionner que celui-là, il se passait dans l'époque contemporaine, donc il se passait en 84. Okay. Là, l'autre que j'ai écouté, qui est Les Aventuriers de l'Enfer, aussi connu sous le nom de Jungle Raiders, réalisé par le même gars, Antonio. C'est quoi en italien? Je ne sais pas. Damn. je sais pas. Celui-là, il est encore plus un rip-off d'Indiana Jones parce qu'il se passe en 1938. Fait que c'est à l'époque des films. Là, est-ce qu'il punch des nazis? Il n'y a pas de nazis là-dedans, me semble. Mais il était moins... Comment dire? Tu sais, j'essayais d'y repenser parce que je l'ai vu il y a comme 2-3 jours. Puis on dirait que c'était comme... Je me souvenais pas de grand-chose. Fait qu'il est vraiment pas marquant. Ben le héros, il est joué par un gars qui s'appelle Christopher Connelly, qui est un acteur américain, mais que après sa gloire des années 60, qui est allé en Europe faire plein de films, puis il est mort du cancer de la gorge. Voilà. Non, mais dans le film, il joue un gars qui s'appelle Captain Yankee, parce que, tu sais, c'est un Américain. Et il y a aussi Lee Van Cleef qui est là-dedans. Lee Van Cleef qui était dans Le Bon, la Brute et le Truand, de The Bad and the Ugly, mais qui est aussi le modèle pour l'album Chasseur de primes de Luke et Luke. Oh, wow. OK. Oui, ben oui. Ben, fait que cette face-là. Ce gars-là, il joue dans ce film-là, puis il a une grosse carrière quand même. Mais là-dedans, il fait pas grand-chose. Il est souvent assis, fait que je pense qu'ils l'ont pas payé assez cher. Puis il joue un genre de policier. Là, Comme Bill Murray dans le nouveau Ghostbusters, c'est pas Afterlife, mais l'autre, il est assis. Pas payé assez cher pour être debout. Me lève pas en bas de 100 000 $. C'est quoi le Nicolas Cage dans le film là, Left Behind, là, l'avion qu'il y a le Rapture. Sacrément, oui, ce film-là. C'était épouvantable. Ça, c'était quelque chose. Il était assis tout le long dans le cockpit. C'est
J'ai écouté le film où est-ce qu'il joue dans un genre de rip-off de Friday Night at Freddy's, là, avec les mascottes qui deviennent en vie, qui sont possédées par des esprits sataniques. Et Ouais. le but, c'est que son personnage ne parle pas du film. Puis c'est le fun. C'est vraiment un Evil Dead avec du Nick Cage over the top, puis petite production qui a pas trop d'ambition, mais qui fonctionne très bien. J'ai oublié le nom, là, mais c'est excellent. C'est un de ses derniers. Puis c'est ça. L'affaire moi, j'ai beaucoup aimé, c'est que le film est tourné aux Philippines. Et mon obsession pour les films d'action des Philippines des années 80 et 90 fait que je reconnaissais toutes les hosties de figurants. Oh, wow! J'étais comme, wow. cool, il joue dans ce film-là. Ah, cool, lui. Mais tu sais, il y a juste moi là qui ça intéresse. Tu t'es attaché aux figures, hein? Je trouve ça Ouais, merveilleux. Mais ça, Simon, c'est son super pouvoir. Là. Quand t'écoutes de quoi avec lui, il est capable de détecter qui est qui, puis ils ont joué dans quoi. C'est son gif. C'est Ouais. impressionnant pour vrai. Je les reconnais des fois de dos, ce qui est un peu ce qui me Ben, trouble aussi. Là. Il se fait peur lui-même. tu sais. Ouais. Mais moi, je suis du genre, je regarde un film au complet, puis je suis comme, c'était Ethan Hawke tout ce temps-là. Genre des gros noms. Là. Moi, j'oublie le nom du je savais monde pas 30 secondes après les avoir rencontrés. ça, c'est en fait, je pense que ce film-là aurait bénéficié que je l'écoute en Blu-ray, mettons, parce que le VHS, c'est en 4:3, mais ils n'ont pas ajusté l'image. Fait que des fois, tu as des dialogues avec quelqu'un qu'on voit pas. Puis l'éclairage est pas super bon, fait que tu sais pas trop ce qui se passe des fois. Puis c'est ça. À part ça, il y avait un petit gars qui avait un cobra qui contrôlait. Il disait va tuer ce gars-là. Puis le cobra mordait cette personne-là. Puis là, quand il revenait, tu voyais le petit gars prendre le cobra. Puis le cobra, il essayait de mordre le kid, mais clairement, j'imagine qu'ils ont enlevé les dents. Puis j'ai aucune idée comment ils ont fait ça, mais Probablement pas, en fait. C'est juste qu'il était habitué. Puis, peut-être. Mais c'est ça. Fait que c'était moins bon, je le conseillais moins. Mais l'autre, si vous voulez pas Indiana Jones, je vous conseille. C'était quoi déjà? Le temple du dieu soleil, voilà. ouais. El Chiara de la Cita. Attends maintenant, je vais essayer de leur dire. I sopravvissuti de la Cita Morta. Voilà. Oui, Bravo, voilà. Simon. Mais Simon a pris des cours d'italien. Fait que... Bon, Non, t'as pas pris des cours d'italien? ben, avec une application, là, puis j'ai tout oublié. Des cours d'italien. C'est Ok. sexy, italien. Ben oui. Marie-Lune, qu'est-ce qui te restait, toi, dans tes affaires? Je vais vous parler d'une exposition que vous ne pourrez pas aller voir. Ah, De toute façon, on peut- C'est on fin. va- Merci. merci, Mais en fait, Marie-Lune. c'est une exposition qui va sûrement se promener comme beaucoup d'expositions dans les musées qui deviennent internationales. C'est au Art Science Museum de Singapour. J'ai pensé à Laurent en voyant la nouvelle parce que ta nouvelle avec l'exposition Le Chat, puis il y avait Ouais. Polémique. il y avait une polémique, puis il y avait des signatures pour qu'il n'y ait pas cette exposition-là parce que la BD, c'est pas de l'art. C'est une exposition sur les jeux vidéo, mais l'art des jeux vidéo. Donc, ça s'appelle Virtual Realms et Video Games Transform. C'est de juin à janvier au musée de Singapour, mais c'est aussi en collaboration avec le musée de Londres, beaucoup d'autres musées aussi. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est des grosses installations immersives et c'est des game designers qui ont été jumelés avec toutes sortes d'artistes visuels. Et ce qu'ils veulent faire, c'est montrer que les jeux vidéo, c'est de l'art aussi Ben et oui. que c'est du design et que c'est l'art du 21e siècle. Donc, pour les gens qui pensent que c'est des bonhommes, que ça les intéresse pas d'être émerger je pense qu'ils utilisent plusieurs sens, plusieurs réalités pour te faire entrer dans cet art-là. Et dans les game developers qui sont jumelés, il y a Kojima. Et Wow, ben oui. il y a à peu près 8 studios et game dezerners qui sont dans cette exposition-là. Est-ce qu'il y a de quoi sur Diablo 2? Full Pas circle. tant encore. Il y a Ouais, juste merci. Diablo 3. Non. Mais J'aime pas, moi, Diablo 3. J'ai trouvé plate. personne n'aime Diablo 3. Non. Ben, je sais que notre webmess, Eric Madiad, il aime beaucoup Diablo 3, mais il est vraiment investi. Moi, j'ai pas eu de fun. Je sais pas ce qu'il en pense maintenant, mais je sais que quand il est sorti Diablo 3, Gauthier, on l'avait perdu. Oui, c'est vrai, il a disparu pendant un petit bout. Ouais. Mm. Il a disparu était comme PB avec ses poissons. il était vrai. C'est que ses Quand poissons. on parle d'immersion, là, Gauthier était Immersif. dans Diablo 3.
On l'a perdu aussi pour Jurassic Park, le jeu de stratégie. Ah oui, c'est vrai. Ouh, c'est un bon jeu, ça. Ouais. Donc, l'exposition, il y a des vidéos qui vont être en ligne, il y a des petits teasers, qu'on peut voir sur le site du Art Science Museum de Singapour. Je trouve que c'est une excellente idée, puis j'espère que l'exposition va faire le tour du monde, qu'on puisse la voir ici. Génial. Bébé, qu'est-ce que tu avais d'autre, toi? Je pense que tu avais un deuxième truc. Hein? Ouais, ben j'ai vu ça passer, puis j'étais content parce que c'était une feel-good série que j'ai bien aimée. La 3e saison de Lost in Space va sortir. J'ai manqué la première, la deuxième et maintenant la troisième. T'es as suivi? Ah ouais. T'as suivi les deux premières? Ouais, moi j'ai écouté ça. J'ai adoré ça. C'est mon genre de série. Est-ce que c'est parfait. tu avais écouté la vieille série de Lost in Space? Je pense pas, non. Moi, je suis pas le Ok. genre justement à backtrack. Là. Moi, c'est qu'est-ce qui est là maintenant. Puis, tu sais, Battlestar Galactica, je savais pas que c'était une vieille série. J'ai juste découvert la nouvelle, mettons. OK. Puis, j'ai écouté ça, puis je suis embarqué là-dedans. Puis pour vrai, je pense que t'as pas besoin d'avoir vu l'ancienne pour vraiment apprécier la nouvelle. Là. Non, c'est ça, ben non. Tu sais, visiblement, moi, je l'ai découvert après avoir fini, puis que c'était un remake, puis j'étais comme, wow, OK. Fait que non. Mais ça, je suis bien content parce que c'est une bien bonne série. Ça risque d'être la dernière de ce qu'il disait. Ouais. Puis, c'est une petite série bien le fun, feel good. Netflix, je pense. Netflix exclusif. T'as-tu la date dans tes notes? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle il sort? disait, parce que là, il a été retardé en production à cause de la COVID. Fait qu'il disait que fin 2021, maximum début 2022. Cool. Bon, mais ça sent bien assez rapidos. Moi, j'avais un... Sais-tu qu'est-ce qui s'en vient, Ben, bientôt sur Netflix, genre vendredi? Oui, je le sais parce que j'ai écouté avec les membres Discord la lutte et c'était placardé à toutes les Christie de 2 secondes. C'est Army of the Dead. Oh mon Dieu, je parlais tellement pas de ça. Non? OK. Moi, je parlais de ça. Ça sort vendredi. J'avais proposé qu'on en parle la semaine prochaine d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'avais? Why not? Non, c'était la saison 3 du camp Crétacé de Jurassic Park. Est-ce que mon personnage y est revenu? Genre moi, mais en version cartoon? Ah, t'as pas regardé la saison 2? J'ai pas écouté la 2 encore. T'es Non. devenu badass as fuck, man. Ah, Tu vas yes. la checker. Excellent. OK. J'ai écouté la deuxième éventuellement. Ben, la première était pas mal bonne. J'avais bien aimé ça. Ouais, pour vrai, moi, je sais pas aussi, je pense que, tu sais, les épisodes, ils ont vraiment des bons cliffhangers, là. Fait que je l'ai vraiment... La saison 2, je l'ai bingé en genre une journée. Là. Ouais. J'étais Puis comme- les épisodes sont super courts, fait que ça se passe super Ouais, bien. c'est ça. Mais ouais, j'aime... Tu sais, pour vrai, sans doute le meilleur produit Jurassic Park depuis longtemps. OK. C'est pas peu dire. Ben, il y a On eu s'entend, là, les Worlds. des c'est de la- hauts puis des très bas, là. Mhm. Fait que... Moi, je fais un petit suivi sur une nouvelle dont on a parlé à l'émission il y a quelques semaines de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de Alan Dean Foster. C'est un auteur de science-fiction qui a écrit autant des adaptations de films qui sont parus au cinéma, donc beaucoup d'adaptations d'Aliens et tous les Aliens, en fait, Alien Covenant. Ouais. Il a même écrit l'anthologie de ce qui allait être Alien Covenant. Il a également écrit un roman de Star Wars et on avait rapporté la nouvelle comme quoi The Walt Disney Company ne lui retournait plus l'argent pour lequel il devait avoir un retour monétaire parce qu'il avait signé des ententes avec 20th Century Fox. Et 20th Century Fox, maintenant, ça appartient à qui? Ça appartient à Disney. C'est 20th Century Studios. Et là, Disney disait, regarde, c'est parce qu'on a acheté la franchise, on n'a pas acheté le contrat. Espèce d'entourloupette pour pas payer ses auteurs. Et Alan Dean Foster a des problèmes de santé assez importants en ce moment. Et il a besoin d'argent parce qu'il habite aux États-Unis. Puis, de toute façon, cet argent-là, lui, revient de droit. Non, mais c'est parce que Come on, Disney, guys. ils en font pas d'argent. Là. Ils en ont en ce pas. Les moment. coffres sont vides. Ils Ouais. possèdent plus rien. Non, il y a Mickey Mouse c'est comme dans Picsou. là. Ouais, c'est ça. Il Son baigne coffre-fort. dans le cash. Mais il y avait eu comme une campagne sur les réseaux sociaux avec un hashtag, un mot-clic, c'était Disney Must Pay. Et ça avait fait le tour. Il y a eu un groupe de travail, un task force qui a été mis en place par la suite quand Alan D. Foster, son dossier est devenu public. Et il y a des gens qui se sont joints à lui pour faire pression sur Disney. Et là, on rapporte au niveau de la task force que ça fonctionnait. Alan D. Foster et d'autres auteurs qui étaient liés dans un genre de litige avec The Walt Disney Company ont eu droit de cause. On ne connaît pas les détails de l'entente, mais on sait que ça fonctionnait. Donc, Alan Dean Foster a maintenant des ristournes sur son travail sur Star Wars, sur Alien, James Caan et Donald F. Galt également. Ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a plein d'associations littéraires aux États-Unis qui ont maintenant rejoint le groupe de travail, donc qui était déjà existant, mais il y a plein d'autres groupes. Et dans ce groupe, vous avez quand même des gros noms
Donc, ce qui amène une visibilité, ce qui amène de la pression aussi sur les compagnies. Et t'as Neil Gaiman là-dedans, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit poulain. Et en ce moment, ça n'a pas été dissous, cette organisation-là, parce qu'il y a d'autres auteurs qui se plaignent d'avoir des problèmes juridiques avec The Walt Disney Company. Donc, l'organisation est là pour appuyer les auteurs, pour essayer d'appuyer dans leur démarche au niveau juridique, parce que c'est hyper compliqué. Donc, il y a eu gain de cause. C'est le genre d'exemple où là, les médias sociaux et l'Internet est le fun parce que ça amène une vraie justice. Pour des gens qui ont travaillé, c'est normal de se faire payer. Non seulement Alien, mais Alan Dean Foster ne recevait pas d'argent sur son travail de Star Wars. Donc, tu as fait de l'argent, ça te revient. Les ventes de livres se faisaient encore, donc c'était absolument normal. Puis un petit truc vraiment rapidos, parce que je trouve ça intéressant de le souligner. Je ne sais pas si vous avez écouté la mini-série de Watchmen, que moi j'avais bien aimé. Et là-dedans, il y avait une actrice qui est rendue maintenant également, qui est une réalisatrice qui s'appelle Regina King. Elle jouait Angela Abar et Sister Night dans la série. Elle va réaliser une adaptation de comic book pour grand écran, pour Legendary Pictures, une BD dont on a parlé à l'émission qui s'appelle Bitterroot. On en avait parlé à l'épisode 664, donc le 7 septembre 2020. Donc, elle va coproduire le film avec sa partenaire et sœur, Regina King, et deux producteurs quand même des grosses pointures. On parle de Ryan Coogler, réalisateur entre autres de Black Panther. Creed, c'est le mot que je cherchais, merci. Et accompagné de sa femme, Zinzi Coogler. Donc, c'est super important. Les auteurs de la bande dessinée d'origine, donc David F. Walker, Sam Ford Greene, Chuck Brown, vont tous être producteurs exécutifs sur le projet. Donc, il n'y a pas de date de sortie. Le projet est en développement depuis 2019 du côté de Legendary. Pour rappeler la prémisse de la série, puis si vous voulez aller écouter l'épisode 664, il est encore disponible. C'est une famille de Harlem qui s'appelle les Sangreyes qui combattent des monstres à l'époque de la renaissance du quartier d'Harlem en 1924. Et c'est un grande diversité dans le cast. Regina King, ça va être son deuxième film. Elle a fait un film qui est maintenant disponible en exclusivité sur Amazon Prime qui s'appelle One Night in Miami, que j'ai commencé à écouter hier. Donc, vous avez Malcolm X, vous avez Sam Cooke, vous avez Mohamed Ali et James Brown qui se rencontrent après une nuit et discutent de la condition afro-américaine dans les années 60. C'est intéressant, c'est inspiré d'un fait divers et c'est Regina King qui a réalisé le film. C'est disponible sur Amazon Prime. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de date de sortie pour Bitterroot. Je pense qu'on l'avait bien aimé. C'était très dynamique et on s'était dit justement que ça ferait un très bon film ou une très bonne série. Donc, sorti éventuellement en grand écran quand le monde sera devenu normal, entre guillemets, radiophonique ici. Merci à Mysterio Sam qui partage le lien en ce moment sur Twitch. C'est tout ce que j'avais, moi, comme nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'il reste un truc, toi, Laurent, Simon? Oui. Oui. Moi, très rapidement, je voudrais signaler qu'on m'informe à l'instant que Dominique Carrier, mon voisin et ami et co-animateur de la cave, vient de gagner la game de Scrabble qu'il disputait avec sa blonde dans la cour lorsque je suis arrivé du travail tout à l'heure. Très, très bonne nouvelle. Breaking news. Breaking news, c'est ça, Laurent? Sinon, j'ai vu que Adult Swim... Attends, Dom qui a eu 40 ans la semaine passée, donc bonne fête. C'est vrai. Oui, bonne fête. Bonne fête. Je te rejoins dans pas long, en 3 semaines. Oh shit, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, rien. Je sais pas. Pas La grand-chose. fête! Mourir bientôt? Des câlins en perpendiculaire. Arrêtez, là, ça arrivera pas. Puis ça... Ouais. Non, mais sinon, Adult Swim a annoncé qu'il y avait 3 de leurs... Attends, Laurent, J'ai parlé de un de ces 3-là tantôt. Oh shit! J'ai parlé de Duquel? Métallocalypse. Ah ouais, t'as annoncé qu'il ferait un film? Ouais, Oui, t'étais pas là c'est tantôt. ça. Ben Bébé oui, j'ai était très manqué ça. intéressé. OK. Fait que tu peux parler des deux autres. Je vais juste ajouter à la nouvelle d'abord que non seulement il annonce un film de Métallocalypse, je trouve ça tough à dire, mais aussi des longs métrages de Aqua Teen Hunger Force et de Venture Brothers. Nice. Fait que c'est comme des gros classiques de Adult Swim. Puis là, je sais pas à quel point t'en as parlé. Ça va sortir en DVD, Blu-ray, puis en VOD, puis après, ça va jouer sur genre HBO Max puis Adult Swim. Là. Il n'y avait pas de date, hein? Moi, j'ai pas trouvé de date. Non, mais je sais pas, il y avait l'air d'avoir des... Genre, il y a des synopsis pour chacun de ces films-là déjà, fait que c'est pas juste comme... ça a l'air déjà engagé, mettons. Tout ça n'a pas d'importance pour moi. C'est juste Ghostbusters en novembre. Ghostbusters, c'est mon objectif de vie. Après, je peux m'en aller, il n'y a pas de problème. Je vais retirer ma révérence. J'aurai accompli ce que je veux sur cette terre.
Ghostbusters en novembre. Moi, c'est ça que je me disais avec Kong versus Godzilla. Fait que là, ça fait comme un mois que je suis comme... Ben, Fait que... Tafle. C'était moins ouais, pire que je pensais, Kong versus Godzilla. T'as-tu eu du fun? Nous autres, on a eu du fun. Nous, Oh, on a ouais. eu du fun. Ouais. Non, mais je veux dire, moi, c'était plus un objectif de ce qui allait me tenir en vie. Genre, faut que je vois au moins ça. Mhm. Après, je suis comme, I guess, faudrait que je vois Bruce Springsteen une fois dans ma vie, mettons. J'ai Ça vu peut être passer- long encore. J'ai vu Bruce un meme cette semaine Vas-y donc. de King Kong qui m'a fait vraiment rire. C'était juste King Kong sur le Empire State Building, comme qui est accroché. Puis l'autre image, c'était du monde dans un meeting de bureau, dans ce bureau-là, qui ont Oui. juste la graine de King Kong dans la fenêtre. Ils sont comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ce qui arriverait. Ouais. Ouais, moi, je verrais. Reste en vie, Laurent. Peut-être qu'il va y avoir King Kong versus Bruce Springsteen. Oh, shit! Tu vas essayer de l'amadouer en parlant de l'Amérique puis de travailler dans des usines. Puis le King Kong va être comme. Kong, il fait pas le poids contre le boss, man. Non, man. C'est un J'ai gros hâte de versus. voir la Lift graine de Kong. Bruce Springsteen. Genghis Kong. Wow. Ça ferait un bon film. Ça ferait un très bon film porno, ça. Hey, d'ailleurs, Genghis Kong. il y a Dominique Carrier, Doom, qui dit que la cour va être bientôt ouverte, Laurent. Donc, on va pouvoir aller prendre des bières, I guess, dans ta cour. Ben, elle est ouverte pour moi, mais pas. oui, mais là, ouverte à tous. nous étant le monde qui n'ont pas de cours comme moi, mettons. Là. Ouais. Mhm. Je C'est- mise à c'est jour, un pour l'instant, il n'y a pas trop de bruit du barbier en bas. C'est pas si pire. Mais le concierge, pas de concierge, qui a une body cam sur lui de l'immeuble, il a vissé du béton à 7h33 ce matin sous mon balcon. T'es toujours, sûr que c'était pas le tremblement de terre? Non, parce que non, je l'ai reconnu. Non, c'est une demi-heure plus tard. C'est une demi-heure plus tard. Peut-être que tu as eu les secousses en after. Je me réveille jamais quand il y a des tremblements de terre. Moi, je dors quand même assez dur. Là. Je suis comme, rien me réveille. Sauf Sauf quand quand tu je vois dis- Alien dans ta... Sauf quand je vois des aliens dans ma chambre ou des hallucinations. Ça m'est arrivé encore cette semaine. C'est vraiment fucked up. En tout cas, oui. Ouais, c'est tout ce que j'avais, moi. Quelqu'un qui a un dernier truc? Une dernière affaire, j'ai appris quelque chose et je vais vous en parler. Savez-vous c'est quoi le lien entre le chanteur de Refused, le band hardcore, et Cyberpunk 2087 et Keanu Reeves? Oh shit. Non, mais je suis intéressé. Non, mais il y a un dans lien le- classé compte, par exemple. là-dedans. Dans le jeu, évidemment, le personnage de Keanu Reeves est un chanteur. Et la personne qui fait la voix de quand il chante, c'est le chanteur de Refused. Nice. Ça, je n'étais pas au courant, puis j'étais Moi non plus. content d'apprendre ça. Et juste une autre affaire aussi que, honnêtement, si j'ai appris cette nouvelle-là, je l'ai complètement oublié, mais le personnage joué par Lucas Black dans Fast and Furious Tokyo Drift, c'est-à-dire le personnage principal, va revenir dans le prochain avec un rôle plus important que son petit caméo dans l'autre. Mhm. Fait que je voulais juste dire ça. De Fast Saga. Je vous le dis, là, cette franchise-là est devenue une franchise de super-héros il y a très longtemps. Là, Ben oui, leur costume, c'est le char. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est ça le pouvoir. Ah, ben là, The Rock qui brise son Son plâtre. plâtre d'un coup. Là, Puis ils ont de l'air à aller dans l'espace dans le prochain. Hein? Ils ont de l'air. Moi, j'ai entendu dire, parce qu'on a peut-être Ah, du monde non. qui travaille dans les compagnies de jeux vidéo d'effets spéciaux, que... Ah, En tout cas. c'est Jason X all over again. Mais Fast and Furious, c'est merveilleux. Là. T'aimes Ouais. ça? Simon aime ça pour vrai. Ben, Mais c'est divertissant. C'est comme. Moi, je veux C'est juste ça. être étourdi, là. Je veux Ouais. juste être. c'est des gros spectacles niaiseux. Est-ce que t'es ouais. retourné au cinéma depuis la réouverture des salles, PB? Est-ce que t'es allé voir un film ou il y a un film qui t'a fait déplacer en salle? Ben, j'étais allé voir, quand c'était à l'affiche, Tenet. Mhm. J'étais allé le voir en salle. C'est le dernier que j'ai vu. Fait que t'es en pas salle. retourné depuis, mettons, Tenet. Est-ce qu'il y a un Non. film que t'attends, dit Ghostbusters, mais que t'attends vraiment, qui te refait retourner en salle? Peut-être Dune. Oui. Ah, Mais il sera pas en ouais. salle. Non. Il sera pas en salle. Mais Ça va être peut-être juste une sur- sortie combinée, là, ça va dépendre de la situation. Aux États-Unis, Oui. ils managent, là, fait que ça va être possible. Je sais pas au Canada, qu'est-ce que ça va avoir l'air. Mais je vois si, Jason Momoa en gros, moi. si Oui. Fondation était au cinéma, mais là, c'est une série sur Apple TV. Là. Oui. Si Fondation était au cinéma, j'irais. Là. Je me ferais 8 heures de cinéma pour voir ça. J'ai pensé à toi la fois qu'on s'est jasé à l'épisode 221 de Le Carré de Sable. Est-ce que je t'ai parlé de For All Mankind? Genre, est-ce que j'avais écouté la série à date?
ou je pense. Non, je pense pas. C'est une série sur Apple TV Plus qui se passe dans une Uchronie où les Soviétiques sont arrivés sur la Lune en premier. Donc, l'orgueil américain a été piqué et c'est la poursuite de l'exploration spatiale puis de la conquête du système solaire par les deux grandes puissances. OK. Donc, c'est une vision de l'histoire détournée, basée sur des faits et des personnages véridiques, mais dans des situations qui n'ont jamais eu lieu. Donc, passe par exemple Man in the High Castle de Philip K. Dick, mais version conquête de l'espace. Et c'est créé par le créateur de Battlestar Galactica. Donc, Ronald D. Moore qui est derrière. Et je t'acconseille fortement. Il y a 3 saisons qui sont disponibles en ce moment. Et la 3e, j'étais sur le cul. Je m'étais OK, là, c'est pas vrai. Non, la 2e, il y a eu 2 saisons. J'étais très hâte à la 3e. Malade. C'est débile. C'est sûr, j'écoute ça. Débile, c'est super bon. Et on va prendre une petite pause, puis on va parler de Letter 44. Mais juste avant, je vous rappelle que les Mystérieux Étonnants existent grâce à un Patreon. Ça, c'est la plateforme qu'on vous gosse à chaque semaine pour aller donner un petit 2$ pour faire en sorte qu'on existe. Vous connaissez la rengaine. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnants.com, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, il est en haut à gauche. Et ça vous donne accès à Patreon. Et grâce à Patreon, ça fait en sorte qu'on existe. Vous avez des podcasts exclusifs dont Bifurcation, qu'on fait à chaque semaine. Et en ce moment, on fait le cycle de François Pérusse avec le cinéaste Rémi Féchette et, voyons, j'ai un blanc, mais Guilla Saint-Cyr dont Jase de film. Donc, vraiment le fun comme série. Si ça vous tente, vous avez accès au catalogue complet des Bifurcations. Il y en a genre 58 à ce jour. Vous avez également accès à Terre Humaine chez... Terre Humaine chez Isidore. Simon, tu peux t'expliquer c'est quoi Terre Humaine chez Isidore? Oui, c'est un podcast sur le téléroman Terre Humaine. Bon. Ça va? Oui, excuse-moi. Non, j'ai passé à 2 affaires en même temps. Je me demande, mais il y a vraiment du monde qui sont fucking fans de Terre Humaine chez Isidore. C'est débile. Ben, de Terre Humaine, là. Ouais. Mais c'est très beige. Je sais pas comment vous faites. C'est beige brun, c'est super le fun. On a vraiment du fun à faire ça. Excellent. Et en fait, votre contribution fait en sorte aussi qu'on produit 2 autres podcasts. Noël chez Isidore, il y a un nouvel épisode qui s'en vient. T'as enregistré avec Étienne Forêt ce week-end. Je pense que c'est jeudi dernier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est monté, mais il n'est pas encore envoyé. Puis là, j'essaie de trouver une plage horaire pour te l'envoyer. Ben, ça se prête ce dimanche. Un bon Noël chez Isidore, un dimanche, c'est cool. OK. Ouais. Ou plutôt, ça peut être avant, c'est comme tu veux. Peut-être vendredi. Vendredi, OK, parfait. Donc, cette semaine, ça s'en vient. Et Terre Kaiju avec pas Étienne Forêt, mais avec Simon Chénier et Jake Dion. Donc, un podcast sur les monstres puis de la tapoche. Donc, ça dit ce que ça dit. Les monstres géants. Les monstres géants, Colin, qu'est-ce que tu veux de plus? On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnants.com. Aussi, un dernier truc, en échange de votre contribution au Patreon, vous avez accès à notre Discord. Et sur Discord, il y a plein d'affaires qui se passent durant la semaine. Les gens écoutent des films les mercredis, le samedi, des fois même le vendredi. Et la lutte le dimanche. Et on échange, on envoie des nouvelles, des trucs qui passent, puis il y a des grandes conversations là-dessus. C'est bien le fun, c'est une super belle communauté. Je vous invite une fois de plus à laisser un message vocal pour notre 700e. Je sais que c'est intimidant, je pense que ça intimide un peu les gens de laisser un commentaire, une suggestion, peut-être une anecdote. Ça y est, nous autres. Mais c'est juste nous autres. Fait que s'il n'y a pas de commentaires, ça va être plate longtemps, là, la 700e. Donc, l'adresse, c'est speakpipe.com/mystérieux. Ça peut être un message de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, comme vous voulez. Laissez un commentaire, sujet, n'importe quoi. À part de nous dire qu'on s'est trompé sur le nom de tel Spider-Man à l'épisode 209, là, ça, on s'en sac. Oui, non. Mais De toute façon, sinon, c'est nous qui avons raison. c'est comme ça que ça marche. Ceux qui ont le micro, ils ont raison. Ouais. Les gars. Ben oui, c'est ça. Bon, on revient dans quelques instants avec notre invité et le sujet de la semaine. Vous écoutez les Mystérieux Étonnants pendant que PB s'étouffe avec un sandwich à la crème glacée. On va parler du sujet de la semaine et cette semaine, c'est une bande dessinée de Honey Press qui s'appelle Letter 44 et c'est Laurent qui va nous en parler, qui va nous résumer ça. Vas-y dans mon Laurent. OK, fait qu'imaginez qu'on est là quelques mois quand Joe Biden a pris la présidence américaine. La BD est plus vieille que ça, là. Oui. Mais c'est vraiment ça. Joe Biden arrive au bureau. Donald Trump est parti, mais Donald Trump, il a laissé une lettre. La lettre, il dit « Ouais, excuse-moi, j'ai l'air de t'avoir laissé le pays dans un état pitoyable. Mais ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que ça fait comme genre des années qu'on a repéré genre une structure qui est en train de se faire bâtir par des extraterrestres entre Mars et Jupiter dans le champ d'astéroïdes. Puis on sait pas c'est quoi.
Puis les extraterrestres existent. Puis maintenant, ben, c'est ton travail de gérer ça et de gérer la mission spatiale qui est en train d'être en chemin pour checker qu'est-ce qui se passe là. Parce que les instruments et les sondes qu'on envoie ne renvoient plus d'informations. Exact. Fait que... Bonne chance, le gros, une petite bine, petit bec. Ouais, c'est ça. Fait qu'on suit ce nouveau président des États-Unis-là, qui est comme, ouais, j'ai plein de projets de restructuration économique et sociale, puis là, il y a ça qui tombe dessus juste, genre, quelques heures avant son assermentation, puis là, il est comme, oh fuck, ça, j'avais pas vu ça venir, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En gros, c'est ça. Ben oui, c'est pas mal ça. Oui, puis on suit quand même pas mal la mission spatiale, donc... en parallèle. En parallèle, on suit ce gars-là, sa nouvelle présidence sur Terre, les gamiques qui se passent, et la mission spatiale, qu'est-ce qu'ils vont découvrir sur ces entités ou ces constructions extraterrestres-là, c'est pas encore clair. Puis leur relation, parce qu'il y a, je pense, c'est quoi, il y a 7 ou 8 hommes, il y avait 9 membres d'équipage au début, il en reste 8, il y a 2 femmes, et là, ça comme devenu une espèce de gros couple ouvert, une mini-société, parce que c'est un one-way trip, hein. Il avait prévu d'y aller, mais il pouvait pas revenir nécessairement, à moins de trouver une source d'eau, donc d'hydrogène pour l'essence, pour alimenter le vaisseau. Mais sinon, c'est vraiment une mission de premier contact. Je vais laisser tout de suite la parole à notre invité, à PB, pour savoir, toi, est-ce que tu es un fan de BD? Est-ce que tu lis de la bande dessinée ou familier avec le comics ou pas du tout? J'en ai lu quelques-unes, mais j'ai de la misère avec le médium. Fait que mais tu sais, j'essaie d'en lire une en avec ce le moment. médium? Est-ce que c'est la temporalité? C'est la... Comment je sais pas, c'est la façon de... Je sais pas, je suis pas attiré par ça. Mais en même temps... J'haïs pas ça, là. Comme là, j'essaie d'en lire une en moment qui s'appelle Aiden's Wall, je pense. Quelque chose comme ça. Puis, mais il y en a que j'ai dévoré, j'en ai lu une qui s'appelle Zai 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 Zai, que j'ai adoré, que j'ai lu comme un bout à l'autre, mais je sais pas. Ça a un lien. C'est une BD humoristique française, mais c'est écœurant, là. Puis, je sais pas, je pense que les dessins, le visuel, il est pour beaucoup pour moi pour que j'accroche. S'il y a du visuel, il faut qu'il me pile. Puis c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des styles que je fais comme j'aime pas ce style-là. Fait que j'aime pas. On dirait que j'aime ça m'imaginer. Fait que j'aime pas ça que tu me montres. OK. J'ai un peu. Peut-être donc des bandes dessinées plus oniriques qui sont plus dans la suggestion, ça serait mieux pour toi, probablement. Probablement, ouais. Parce que c'est ça pour moi la beauté de lire une histoire, c'est de la faire dans ta tête, puis de partir, puis d'idéaliser les affaires. Fait que là, si tu me le donnes, je suis comme... Un film, ça va parce que tu me le donnes vraiment bien. Là, tu me le donnes un peu. Fait que j'ai pas de marge de manœuvre pour partir dans ma tête et faire oui, c'est ça qui se passe. OK. Puis comment toi, t'as abordé cette bande dessinée? Est-ce que ça t'a plu? Parce qu'on est allé dans science-fiction, on parle pas souvent de science-fiction à l'émission, pas dans le cadre des bandes dessinées dont on traite, mais là, on est allé dans une qui était recommandée dans, peut-être pas la meilleure, mais une des recommandées qui était dans le genre science-fiction. Ben, honnêtement, j'ai pas haï ça. C'est un film que j'écouterais. Mais celui-là, ben, ça finit sur un pouette-pouette, là, honnêtement. C'est une série de 6, hein. Donc, on a le premier chapitre. OK, ouais. Ah, c'est ça. Je savais pas ça que... Ça, c'est quelque chose qui me gosse. Parce que moi, je regarde, je suis rendu quasiment à la fin, puis là, je fais à 0. Puis là, je remets tout en question ce que j'ai lu au début parce que je fais vous avez perdu du temps là-dessus. Je fais comme non, t'aurais pu aller bien plus vite que ça parce qu'à date, tout le monde peut mourir puis je m'en sac. Mais c'est intéressant, ça veut dire que. Mais c'est intéressant parce que t'as pas cette perspective-là de quelqu'un qui lit la bande dessinée américaine, donc le format au niveau des cliffhangers qui sont à chaque mois, qui finissent par être des volumes, qui finissent par être des séries. Puis ça me fait dire, en fait, la prochaine fois que je vais inviter quelqu'un qui n'a pas nécessairement ce lien-là avec la bande dessinée américaine, de l'avertir à l'avance que c'est comme ça que c'est découpé. Tu vois, j'y avais même pas pensé. Moi, j'avais aucune idée. Dans ma tête, je lisais une histoire qui allait être fermée. Puis là, c'était pas ça. Fait que j'étais comme, ben là... Puis ça commençait à devenir le fun. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi. J'écris dans la vie, là. Je sais comment tu peux stretcher des affaires, mais... Quand tu le vis, t'es comme allez donc chier. Pour t'expliquer, pour les gens à la maison aussi qui sont peu familiers, parce que des fois, on se fait poser justement la question. Au niveau de la bande dessinée américaine, habituellement, mais pas toujours, pas forcément, on va publier de façon régulière, voire une fois par mois, un single. Donc, c'est un genre de fascicule de quelques pages
Et à la fin d'un cycle d'histoire, ça peut être 4, 5 ou 6 numéros habituellement. 6, c'est de plus en plus rare. Là. Maintenant, ils ont réduit ça à 5, des fois même 4. On fait un premier volume. Puis ce volume-là s'inscrit dans une série. Et cette série-là, ben après, vous pouvez l'acheter soit en les 6 volumes individuels, si c'est une série de 6, ou ça peut être des comme on appelle des absolutes ou des compendiums ou des omnibus, par exemple, où là, on va regrouper plusieurs volumes en un. Puis ça dépend toujours de l'éditeur, ça dépend toujours de la série. Ça vaut pas nécessairement la peine de faire un compendium si c'est une série qui est plus ou moins populaire. Mais après un certain temps, c'est une manière d'aller chercher un nouveau public qui, lui, est peu familier avec le format, justement, des singles, des trades et on fait des intégrales, finalement, pour aller chercher un nouveau public. Puis les collectionneurs aiment bien ça aussi. Moi, personnellement, c'est le format que j'aime quand c'est pas trop gros, là, pas les gros omnibus, mais ceux de taille moyenne, disons, parce que j'ai l'histoire en main puis j'ai pas besoin d'acheter 10 000 affaires puis de faire référence à plein de fascicules pour me retrouver. Mais ça, c'est la manière que moi, j'apprécie mes histoires. Mais au-delà de ce qui t'a gossé, parce que t'as pas encore la finale puis il t'en resterait 5 pour la finir, comment t'as trouvé ça? Ben, je trouvais ça le fun. Il y avait des trucs qui étaient intéressants. Je trouvais ça le fun de voir l'aspect politique, là, que c'est compliqué, puis que le gars, il est pogné là-dedans. Il y avait plein de plans, il a rien fait. Puis il est comme, voyons, ça fait donc bien chier. Puis tu vois les magouilles, là. Oui. J'ai bien ri quand il y avait un agent secret qui a juste comme tué quelqu'un dans les toilettes, là. J'étais comme, OK. Ouais. Tout ça. Puis tu sais, quand il pogne l'autre puis qu'au lieu de dire genre fuck you, t'es plus là, c'est genre je t'envoie faire le tour de toutes les ambassades du monde pour te punir. T'es comme ça va là. Ça, c'est un mot politique, par exemple. J'aimais ça, moi. Oui, j'aimais ça, moi aussi. Ouais. Ça m'a fait rire, là. Mais tu sais, c'était juste comme ben renvoie-les, là. Ouais. Genre si ça te chope. Moi, j'ai bien aimé ça. Comme toi, j'ai senti que ça s'en allait vers... Il y a une progression, il y a une montée dramatique, puis plus ça va, plus tu sens justement qu'on va avoir peut-être des réponses à pourquoi les extraterrestres sont là. Le fait qu'il y a une double énigme qui est en train de se développer sur Terre, puis qu'il y a des répercussions probablement sur le vaisseau, puis sur la mission. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Je trouve que la série est bonne quand on reste dans quelque chose qui est plus terre à terre. Quand on s'en va dans des zones, disons... pour le shock value, là, comme la scène dans les toilettes, qui est peut-être la moins pire, mais par exemple, quand on va voir l'ancien président et on tire un de ses gardiens de balle dans la tête. Ouais. Quand on va là-dedans, c'est cool sur papier, mais dans l'histoire, disons, dans la vision globale de l'histoire, ça marche pas pour moi. C'est là où je trouve que c'est extrême pour être extrême, puis c'est pas nécessaire. Je trouve que la BD est excellente quand elle reste très terre à terre. Donc, quand il y a des espèces de rayons laser, puis des armes, puis des scanners, puis tout ça. Puis je suis un fan de Star Trek. Je pense que vous le savez, hein? Je suis un fan de Star Trek. Ça me dit rien. Ouais, anyway, T'as-tu déjà parlé de ça? je pense que oui. D'ailleurs, il y a une nouvelle série qui s'en vient cet été, là, la 2e saison de Lower Decks. Ah, non! Mais tu vois, tout ça, j'aime ça dans Star Trek, mais dans le cadre de cette série-là, qui aurait pu être de la hard science fiction, c'est présent, puis ça me gosse. Ouais. Mais je suis intrigué au point où est-ce que, comme toi, et je suis habitué à... Tu sais, souvent, on fait les premiers volumes de série ou Mystérieux Étonnants. J'étais comme, OK, là, je serais intrigué à acheter un omnibus. Je serais intrigué à peut-être acheter les prochains numéros, juste pour voir où est-ce que ça s'en va puis comment ça va se conclure. Ouais. Il y a quelque chose dans le ton qui est le fun aussi, dans le sens où la politique est présente, puis ça se transmet aussi dans le vaisseau à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils chialent contre le vaisseau, qui est comme, ben, tu sais bien, ils nous ont juste soigné là, c'est à peu près prêt, puis il n'y a rien qui marche, puis ils se pressaient pour qu'on y aille. Tu catches un peu comment ça peut réellement se passer pour vrai, de hey, faut qu'on vous soigne dans l'espace, arrangez-vous avec ça. Ouais. Fait que j'aimais ça, leur façon d'en parler puis de chialer. Là. C'est comme le stade olympique des versions vaisseau. Là. Tu sens que ça a été assemblé rapidement, puis ça fonctionne, puis OK, on l'utilise encore, mais c'est pas sûr que ça va toffer longtemps, cette affaire-là. On a plus ce sentiment-là. Toi, Marilyn, t'étais où par rapport à la bande dessinée? Je ne sais pas si j'aimais ça. C'est rare. Je suis quelqu'un d'assez intransigeante, puis je vais avec l'émotion. J'ai aimé ou pas, puis même si j'ai pas besoin d'avoir de raison. C'est peut-être mon aversion pour la politique américaine et les présidents. Je sais pas. Et l'armée et tout ça, c'est peut-être ça qui a joué. J'étais pas super objective. Mm-hmm. C'est vrai que ça faisait penser à un film ou à une série. Tu sais, il y avait du Armageddon dedans, quasiment. Ouais. C'était cliché. Le président, il fait de la boxe. Puis l'ancien président, qui est clairement Bush,
Ouais, un Au lieu- Bush au- puis le Crypt Keeper mélangés ensemble, là, ils l'ont pas Oui. mis ben sexy. Non, c'était pas. Tu sais, les personnages étaient très caricaturaux. Tu sais, les scientifiques, l'armée, ça faisait un peu, tu sais, comme dans Aliens, mais c'est correct aussi. Je dis pas que c'est négatif. Ou dans Stargate Universe. Oui, Il y a cette- oui. le petit côté, Ouais, c'est le ça, genre je trouvais d'affrontement entre les scientifiques et l'armée. La politique, j'aurais aimé ça qu'il y ait peut-être un peu plus de scientifiques, mais des fois, c'est un slippery slope. C'est dangereux de tomber trop dans les détails ou trop des choses qui n'existent pas ou qu'on Mhm. espère que ça intéresse pas tout le monde. J'aurais quand même peut-être aimé ça parce qu'ils font un peu la dualité parce que dans le vaisseau, je pense, sont 4 soldats, 3 scientifiques. Donc, j'aurais peut-être aimé ça qu'ils en parlent un petit peu plus de leur trouvaille, de ce qu'ils espéraient trouver. J'ai quand même aimé ça que ça soit pas... Tu sais, j'en parle souvent les scientifiques contre l'armée. Oh non, on va leur tirer dessus. Oh non, nous, on veut l'étudier. Et là, C'était cool, ça. ils ont pas tiré dessus tout de suite. Ils ont vraiment fait, on va l'étudier. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi? Après, on va Mhm. On va voir. voir. Je trouvais que c'était assez nouveau, c'est intéressant. Quand ils passent de l'autre côté, comme quand ils arrivent ils passent le genre de portail de l'affaire extraterrestre, ça faisait un peu Annihilation. C'est comme si c'était un nouveau Oui. microcosme, des trucs que tu penses que c'est peut-être gentil, mais t'es pas sûr. Ben, tu sais, tu le lis pis t'es comme, voyons, ça va te tuer, qu'est-ce que tu fais, touche pas à ça. Ouais. Voyons, maudit niaiseux. J'ai une critique Mhm. vraiment personnelle. La fille, elle vient d'accoucher, elle est sexy en bobette sur son lit, elle a accouché, ça y a pris 5 minutes. What the fuck? Dans un vaisseau avec une pseudo... Non. Écoute, pour ne Ça pas avoir même, ça accouché, je te marche. crois sur parole, Marilyn. Tu es la seule J'étais- personne qui peut confirmer ici que c'est pas comme ça que ça J'étais marche. comme, oh, comment, il y a comme une image sexy. Non, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais je sais qu'ils Ouais, veulent, tu sais, ils sont pas obligés de montrer des scènes qu'elle va, tu sais, elle souffre pas obligée de montrer que Ils ça l'ont pas dure fait non longtemps, plus. mais il y avait quand même, tu sais, ils ont skippé, mais il y a quand même une scène sexy après avoir accouché qu'un bébé tout frais, puis j'ai comme, ah, là. Ouais. Ça, c'est l'affaire la moins réaliste de toute cette bande dessinée-là. Ça va faire. Mais sinon, j'ai quand même apprécié, puis je pense que je lirai peut-être la suite aussi, parce que moi aussi, je voulais savoir. Il y a certains personnages, on commence à s'attacher un petit peu. Mhm. Il y a, tu sais, même si c'est des gros clichés, puis tu penses que tu sais où est-ce que ça s'en va, je suis quand même curieuse de Comment savoir t'as trouvé où le est-ce que ça va côté s'en aller. relationnel? C'est quand même une commune, là. Ils ont un code, là, puis ils ont l'air à tenir le code. J'ai trouvé ça très bien. Ça avait l'air assez... tu sais, il y avait l'air de voter. Tout le monde était d'accord. C'est vraiment de façon éthique. J'ai trouvé ça bien. Évidemment, tu sais, c'est sûr que par de la jalousie, il y en a il y a un monsieur qui est fâché un petit peu. Et j'avoue que c'est le genre de choses dont on parle pas souvent. Des trucs comme ça, soit qu'il y a la frustration, soit qu'il y a beaucoup de machisme, soit qu'il y a la répression, ou soit qu'il en parle juste pas, ou que, tu sais, c'est comme des petits couples qui se forment, puis tu le prends comme ça, là. Je trouve que c'était quand même bien fait qu'ils l'adressent parce qu'ils sont pendant des années dans... Ouais, ils sont là, je pense qu'on les retrouve à la journée 1116, quelque chose comme ça, la première fois qu'on les retrouve. Donc ça fait un C'est bout ça. là, qu'ils sont dans leur C'est vaisseau. ça. Puis Mais c'est comme une idée récurrente là, dans la science-fiction. Je me rappelle avoir lu une BD française qui s'appelait, je pense, Mars Horizon, mais qui était comme plus ou moins dans une collection scientifique, dans le sens que c'était une fiction, mais qu'on essaie de faire le plus proche possible de ce qui serait une première vraie mission d'habitation sur Mars. Mhm. Puis il y avait beaucoup la question aussi, pas nécessairement de polyamour, mais de genre personne appartient à Reproduction. personne, puis de genre que tout le monde est plus ou moins à l'aise corporellement avec les autres. Tu sais, on dirait que c'est de quoi qui est réfléchi pour vrai, tu sais, dans la science, mettons. Mais c'est parce qu'ils font leur propre... Tu sais, ils n'ont plus les règles de la société ou de... Tu sais, ils Ouais. font leur propre... Ils sont leur propre règles, en fait. société, C'est ça. ouais, C'est ça, un genre de petit microcosme. Simon, comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'ai adoré l'histoire. Dans tous ses excès ou tous ses côtés cartoon ou tout, je sais pas, j'ai vraiment embarqué l'espèce de mystery box de tout qu'est-ce qui se passe. Je veux en savoir plus. Le côté politique, j'ai aimé ça. Vu que j'écoute The X-Files présentement, j'étais un peu dans les secrets puis les conspirations, mais plus cartoon, là, tu sais. Ouais. Je parle pas de 5G, là. Puis j'ai vraiment aimé ça. La seule affaire que moi j'ai eu de la misère avec, c'est l'art. Et Mhm. Ça m'a pris du temps avant de comprendre un peu
qu'est-ce qu'il voulait. Puis on dirait que j'aurais préféré avoir ce dessin-là en noir et blanc qu'en couleur. Ouais. J'aurais peut-être plus compris ce qu'il voulait faire. Puis des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est vraiment particulier. Fait que ça, c'est vraiment comme un gros pas à faire pour apprécier, je trouve, la BD. C'est comme tu checkes les premières cases puis tu comprends pas ce que tu regardes. Ils ont comme trop de traits. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très, très expressif. Mais dans tout, là, la face est expressive, les muscles, les décors sont expressifs. C'est très, très, très expressif. Puis il n'y a personne de beau. Tout le monde est laid, genre. Ouais, c'est ça. On dirait... on dirait une scène de diner dans... Pas dans Friends, Collins, dans son contraire. Ils sont tous beaux. Là. Je sais quoi l'autre. Café. Seinfeld, c'est ça. Oui. Ouais, c'est genre ok. du monde weird, les amis de Kramer, mais c'est l'équipage du vaisseau. Là, Newman. ouais. Newman. Là, Laurent, t'en es où par rapport à la BD? Comment t'as trouvé ça? En fait, je l'avais déjà lu il y a quelques années. Ah. Le tome 1. Je l'ai relu parce que c'était pas très frais en mémoire. J'aime beaucoup la prémisse. J'aime beaucoup l'idée de ce gars-là qui est comme « Oh yeah, j'ai enfin accès genre à la première puissance mondiale pour mener mes projets à terme. » Puis qui reçoit une patate chaude par la face comme ça à laquelle il s'attendait zéro. Genre, j'aime ça quand même. Mais comme Simon, je trouve le dessin genre agressivement laid. Agressivement laid. OK. Oui, genre Ok. chacune de ces pages m'offense de par sa laideur. Tabarnouche, genre. voyons. OK. Pas juste, tu sais, il y a des fois, je suis comme, tu sais, ça me fait rien ou ça, tu sais, genre, OK, c'est pas très beau, mais c'est formellement pratique puis je suis capable de le lire. Mais là, je trouve ça activement très laid. Parce que je te rappelle, Laurent, que t'as pas parlé de ça durant Vampire State Building. Je m'en ai dit de 1 à Vampire State Building. Ça, Ouais, c'est ben oui, effectivement, c'était moins laid que ça. Mais je sais pas, écoute, c'est peut-être juste ce dessinateur-là, Ear Style, que je gère pas, là, mais tu sais, il y a des... Man, la scène là où il y en a deux qui fourrent dans l'espace, là, j'étais comme, c'est-tu supposé être sexy parce que c'est genre le dessin le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. là, C'est pour vrai, là. carré, puis c'est tout. C'est lettre. Mais, tu vois, je pense que c'est pour ça que j'avais pas continué la série à l'époque. Puis là, en le relisant pour le show, j'étais comme, c'est vrai que c'est quand même, ça se binge, tu sais. Je suis vraiment... J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je sais pas si je vais pouvoir passer par-dessus ou je vais aller lire la page Wikipédia qui va me faire un résumé de ce qui va se passer. Mais... Écoute, ça, c'est ma solution pour tous les livres de Star Wars, puisque je pourrais jamais lire, c'est Wikipédia. Ouais, donc. mais tu sais, je suis comme... J'aimais ça assez que ça m'intrigue de savoir si je vais pouvoir passer par-dessus. OK. Mais je trouve ça... C'est parce que c'est une série qui se veut... c'est une série qui se veut, à certains égards, très réaliste, très ancrée dans le réel, même si on s'entend, c'est de la science-fiction. Fait que le dessin qui est extrêmement expressif contraste beaucoup avec l'approche. C'est comme vraiment étrange. Il y a ce genre de série-là où, à un moment donné, tu te dis « j'aurais vraiment aimé cette série ou l'histoire, si le dessin, ça va être un autre dessinateur associé. Tu sais, le dessinateur qui était associé à Jason Aaron pour Scalp, par exemple, qui était très réaliste. Ouais. Ça aurait fonctionné pour cette série-là. On est vraiment campé dans le réel. Puis par moment, le monde, ils ont comme 3 joues, Colin. C'est quoi qui se passe? Ouais. Moi, ça me dérange pas tu sais, que ça soit plus cartoon ou semi-réaliste, mais là, c'est parce que j'ai l'impression que ce gars-là, qui a pourtant un gros bagage de bande dessinée, là, j'ai l'impression qu'il dessine bien, mais comme quand on dessine bien en secondaire 3, tu sais. Tu sais, genre, je connais mon ami, tu sais, mon ami dessine super bien. Il dessine super bien pour un kid de 15 ans, mais genre, ses proportions sont difformes, puis il rajoute trop de fioritures partout, puis tout. Puis je suis comme, man, pour vrai, simplifie, là. Genre, fais-les plus cartoon au pire, mais genre trouve-toi un style, là. On dirait que la plupart des dessins, c'est moi quand je dessine que je suis comme si je viens de tout gâcher, je vais rajouter un trait là. Non, c'est pire. Attends, si je fais ça, non, c'est pire. Tu sais, comme. On profite de l'occasion pour inviter les gens à se procurer l'été indien de Laurent Boutin, son fanzine. Il reste une copie. T'as une copie? Il te reste une copie? Reste une copie. Combien t'as avant ta copie, là? Ouais, 2 piastres, comme 2 piastres. Ouais, c'est ça que ça vaut la peine. C'est très. C'est un haïku en bande dessinée.
Oh, merci. Mais je suis d'accord Ben avec toi, Laurent. Écoute, tu sais, je connais ça, le monde qui dessine mal. J'en fais partie. Écoute, Je reconnais mon à père. nous, là, dans puis ça. je sais que PB a reçu nos amis Jake Dion puis Olivier Carpentier il y a quelques années, je pense qu'il y a 1 an et demi à peu près de ça, à ton Peut-être, ouais. émission. On est entouré de monde qui dessine vraiment bien. Donc, Mhm. Ouais. je fais un carré puis je me juge là, parce que je sais c'est quoi le potentiel, qu'est-ce qui peut être fait. On est condamné à ça. Là. On est peut-être Non, trop mais- gâtés. Ouais, on est trop gâtés. Tu sais, aussi, je suis capable d'apprécier des dessins qui sont pas. Tu sais, je suis pas très réaliste dans mon école, dans ce que j'apprécie en dessin. Tu sais, je peux. Mhm. Tu sais, mettons, Alex Ross, ça me fait rien. Je reconnais que le gars, il a du talent, mais moi, émotivement, ça me fait rien. Mais je sais reconnaître qu'il est capable, tu sais. Mais là, ce gars-là, il est pas capable. Notre ami Dom Carrier suggère, Laurent, de faire tirer ton fanzine pour la 700e. Est-ce que tu serais ouvert à faire tirer ton Ben oui, fanzine à certainement. travers les gens qui ont laissé un message vocal sur Steam? Oui, sur, écoutez, laissez un message ouais. vocal, on en pigera un au hasard et je lui envoie dédicacé de ma main Donc, la dernière copie des Étés indiens. Génial. Wow. Donc, si vous faites partie des fins finaux qui ont marqué des genres comme joyeux 700e à commercial moi.ca, parce qu'il y en a un qui a fait ça, toi, tu l'auras pas. Mais ceux qui mettent leur vrai courriel, vous risquez la chance de gagner la copie de L'Été indien de Laurent Boutin. Est-ce qu'il y a un dernier truc à rajouter sur la bande dessinée? Je pense qu'on est un peu tous au même endroit. On est tous intrigués pour la suite. Si je peux résumer Ouais. rapidement. Le bébé, ça va faire. Est-ce que... OK, on peut s'entendre, puis ça, c'est un sujet qui revient souvent, étrangement, au Mystérieux Étonnant. Il y a des bébés qui sont vraiment laids, puis celui-là, il l'était, genre. Il Ah, était mais pas- ça, j'ai même pas. Comme le J'ai pas reste. tant analysé le bébé, juste que le concept de hey, c'est un one-way trip. Puis genre, on va faire un On va bébé. garder le bébé. On Puis sait qu'on va genre, tous mourir, mais on fait un bébé. C'est ça, c'est une Les- célébration. Puis j'étais comme, mais vous va allez crever, ce crever, bébé-là. genre. C'est ça, ouais. Mourir, là. Ouais. Ouais, c'est l'équivalent de le bébé va sauver le couple, mais version cosmique, là, ça Ouais. c'est vraiment pas Mais- une bonne idée. Ah, Deux peut-être, affaires que hein. j'ai le goût de dire que j'ai aimé, positives. La discussion du gars qui pédale sur son bicycle parce qu'il est fâché de pas fourrer. Puis l'autre Oui. qui parle puis qui dit genre regarde, fais juste y dire, là, tu sais comment ça marche. Va-te-là sur une date. Tu sais. Puis là, il y a quasiment sa date puis l'autre brise ses os, ça me fait rire. Puis quand il présente Attends, tout- il dit genre, hey, au pire, demande-y, puis genre, si ça marche pas, ben, moi, je suis là. tu me fourras sur le chemin du J'aimais retour. ça, c'est ça. Ouais. Ah, il c'est- dit ça. Pas Ouais. de préjugés dans l'espace. Mais c'est plus. Non. Mais il y a comme une case où est-ce qu'il n'y a pas de dialogue entre la proposition puis la réaction, puis tu sens qu'il réfléchit quelques secondes. Ouais. Puis- Ben, tu sais, il peut-être. dit ben si ça marche pas, peut-être, mais je suis pas Peut-être. rendu là. Il n'est pas fermé à l'idée. Mais l'autre affaire que j'ai aimé, c'est quand il explique que il montre en fait toutes les armes qu'ils ont développées, qui sont testées, qui marchent. Puis il fait pourquoi qu'on n'utilise pas ça pour comme gagner les guerres. Puis qu'il avait expliqué avant que il dit ben on a parti des guerres parce qu'on a besoin d'enrôler plein de monde, on a besoin que l'armée soit grosse parce qu'on s'attend à ce qu'on ait besoin de se battre contre ça. Fait que quand tu catches l'espèce de game de on encourage les guerres pour grossir notre armée parce qu'on anticipe qu'il y a une guerre que les gens savent pas qui va peut-être arriver. Je trouvais ça intéressant comme réflexion dans le truc, là, comment ils l'ont placé. Poussé dans un Aussi, contexte de science-fiction. Aussi Ouais. le fait qu'ils veulent pas utiliser ces armes-là pour gagner les guerres parce que ça donnerait comme, Ouais, ils veulent les cacher. Ouais, c'est ça, pour pas que les extraterrestres s'en rendent compte. Tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Intéressant. D'ailleurs, tu as reçu récemment à ton podcast PB Christian Page. Je suis très jaloux, j'adore cet homme. J'ai tous ses livres, un grand vulgarisateur des trucs étranges. Ouais. Est-ce que tu es au courant là, que là, en juin, là, ça a l'air que le Pentagone est supposé lancer, comme dévoiler devant, je pense que c'est le Congrès ou le Sénat, je me souviens plus, une des deux chambres, là, un rapport de leur programme d'études des ovnis qui a eu lieu dans les dernières années. Puis là, juin, c'est comme la date butoir. Là. Ça s'en vient, là, cette affaire-là. Je Tom savais pas DeLonge, ça. je dois capoter. Hey man, Un nouvel album de Blink à cause de ça. Oh my God. Ouh. Non, je savais pas. Ouais, mais ça s'en vient, là. Fait que peut-être le Big Reveal, man, en 2021, ça serait malade. On vit vraiment dans la dernière saison. On vit dans la saison 6 de Buffy, genre. Shit hit the fan. Il y en a partout. C'est le bordel. Puis jusqu'à la fin, ça va puis il y a être Spike bad. tout nu. Ah, pour Puis vrai, le l'affaire la Spectre. plus intéressante dans ces nouvelles-là, c'était l'astéroïde
qui est passé proche de la Terre, qui ont comme fait ça n'a pas rapport de la forme qu'il y a puis tout ça. C'était l'affaire qui était le plus proche d'être une preuve de quoi que ce soit. Là. Parce que sinon, c'est caché dans les documentaires sur Netflix avec des titres de y a-t-il de la vie dans l'univers? J'étais comme ouais, personne n'est au courant, mais dans ta série docu. Dans ta série docu, on va répondre à la question. Ouais, on a la réponse. Là. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Est-ce que tu crois qu'on a été visité? Non. 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 Je crois qu'il y a de la vie dans l'univers, par exemple, à quelque part, là, sous forme de bactéries ou quoi que ce soit. Puis je pense qu'il y a des conditions. Je crois qu'il y a des conditions pour que la vie se développe ailleurs que sur Terre. Mais c'est probablement super loin parce que les chances sont minces. Fait que c'est juste qu'on n'est pas capable de se rendre. Mais je crois pas qu'il y a une civilisation qui est juste venue faire comment vous avez l'air de quoi vous autres, ok, on va repartir, puis on a des sondes anales de trop, on va faire un voyage puis trouver du monde. On est passé chez Costco Cosmique juste avant, puis on a notre trop. Fait que... On cherche des anus dans l'univers pour insérer nos sondes. Je pense que les gens réalisent pas à quel point l'univers c'est je veux dire ainsi, fucking immense. Là. C'est un point, est-ce que nous-mêmes, on peut pas considérer, on peut juste se l'imaginer, mais on peut pas... Je pense que si on réaliserait pour vrai, 3/4 du monde, il y a un vrai fou. Là. Ouais, l'univers, c'est immense. comme quand on était jeune, puis qu'on avait juste notre bicycle, puis à pied pour partir jouer dehors. Là. Ouais. C'est ça, là. Tu vas pas loin. Tu vas vraiment pas loin. Là. On est des enfants en BMX de l'espace. Oh, wow! Et j'en profite parce que tu as parlé d'enfants en BMX de plugger la soirée de Turbo Kid du FBDM parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Wow. Mais le samedi 29 mai, il va y avoir une soirée Turbo Kid, un watch party. Donc, on écoute le film Turbo Kid. Je crois que c'est gratuit d'ailleurs. Vous allez sur le Facebook du FBDM, du Festival de BD de Montréal. Vous pouvez vous inscrire. Il faut être inscrit pour pouvoir avoir accès. Et la soirée va être diffusée en direct sur le web. Et les 3 scénaristes et réalisateurs du film, donc Anouk Wissel, François Simard et notre ami Johan Caroussel, qui fait partie du podcast, vont être présents. Et Jake Dion, qui a été mentionné genre 15 fois aujourd'hui, qui a travaillé sur les storyboards et qui a fait les bandes dessinées entre épisodes du film, va être là. Et ça va être animé par moi. Donc, je pense que ça va être quand même familier. Mais là, on va réécouter le film ensemble avec vous, puis on va commenter au fur et à mesure. D'ailleurs, on va pouvoir vous dire quand il y a des caméos de Simon, qu'il y a le caméo de moi et le caméo de tout le monde. Donc, je pense que tout le monde qu'on connaît a joué dans ce film-là. Mon ex a joué dans le film. C'est vrai? Est-ce qu'elle a un gros rôle? Elle est cascadeuse. Pour vrai? Fait qu'elle faisait des scènes de BMX, je pense. Puis genre, elle se faisait... Elle bêchait, des affaires de même, là. Ah, ok, cool. Tu vois, c'est tout petit, là. Montréal, milieu du cinéma, là, tout le monde se connaît. Hey, merci, PB, d'être prêté à l'exercice Mystérieux Étonnant. J'espère que tu as eu du plaisir. Oui! Merci, puis merci d'avoir lu ici la bande dessinée. Si tu veux, je peux te procurer les autres albums. J'ai une petite plug pour toi, par exemple. Pour la vrai, suite. Oui? Oh, ok, ouais. on va s'en parler après l'émission. Il est trop fâché. Je vais me taper à la d'heure, mais l'histoire est mieux d'être bonne. Ok, ça, je peux pas te garantir. Tu me diras après si ça vaut la peine que je passe par-dessus. Excellent. Est-ce que tu as des shows qui s'en viennent? Là, tu as la soirée le 19 avec Jérémy Larouche pour Donjons et Dragons version wacky, mais est-ce que tu as des dates de shows qui s'en viennent? Là? Ah ben, c'est dur de booker des dates de show en ce moment parce que la plupart des salles peuvent pas opérer, puis c'est compliqué. Fait que j'ai des shows sporadiques, c'est surtout des rodages, mais je fais beaucoup de tournages ces temps-ci, fait que j'ai beaucoup de captations télé, de numéros à gauche, à droite. J'ai la captation de mon spectacle aussi que j'ai faite à l'Impérial en septembre à Québec, qui est dans... Je l'ai dans les mains, je l'ai mis sur mon Patreon pendant un mois, puis là, je suis en train de magasiner pour la vendre à un diffuseur. Okay. Fait que ça s'en vient. Mon podcast, puis mon Twitch aussi, peut-être plugger mon Twitch. Ben oui, vas-y. Je vais pas souvent, mais quand je suis là, on a du fun. Peut-être éventuellement le jeu de Stargate sur Twitch, sait-on jamais. C'est sûr que Subnautica, c'est sûr que je vais twitcher Subnautica, moi qui me baigne puis qui a du fun avec les poissons. Ça va être, là, je joue à Spyro, là. Tu sais, c'est ça que je fais. Je joue à Spyro puis j'ai du fun. Puis... Mais on joue à des vieux jeux. J'ai l'impression que c'est comme l'effet de réécouter des vieux films qu'on connaît par cœur. C'est pour nous rassurer, puis c'est familier, puis c'est une manière un peu, disons, plus apaisante de passer du temps. C'est normal. Je joue à Worms plusieurs fois par semaine. Ah, c'est bon, Worms. Avec des amis, là. Puis je challenge n'importe qui écoute, qui veut me challenger une game de Worms. Ça va me faire plaisir. Génial. Il y a Mysterio Sam en direct qui a partagé ton lien. C'est twitch.tv/pb /Rivard RIVARD pour les gens qui sont intéressés à s'abonner à ta chaîne. Puis où est-ce que ça va être publié? Là? Tu disais la banane pour le ouais, la banane officielle. La banane, c'est un projet de mon ami Julien Chidiac, qui est un humoriste et auteur et
qui a créé, dans le fond, c'est une place où plein d'humoristes vont aller faire des streams. Ils ont simplifié ça pour les humoristes qui sont essentiellement des bébites paresseuses avec des jokes. Là. Fait que eux autres, ils gèrent le Discord, ils gèrent tout l'OBS. Nous autres, on vient faire nos niaiseries là. Eux autres, ils font déjà des événements toutes les semaines, puis tous les dimanches, ils font un brunch. L'autre jour, ils ont écouté le film de Jésus pendant 6 heures. C'était drôle. Hey, ça freak out, man, ce film-là. Il est épouvantable. Puis, j'étais allé les rejoindre, on a jasé, on est reparti. Tu sais, fait que c'est comme un hub où il y a plein d'humoristes qui passent faire des niaiseries, puis c'est super le fun. Bon, les humoristes, maintenant, ils ont utilisé le podcast. Là, ils vont être sur Twitch. C'est quoi la prochaine affaire? On arrive, là. On va partir des fermes loufa bientôt. Des fermes loufa, c'est quoi ça? Ah ouais. Wow. C'est comme des paniers de légumes. OK. Ah ouais, ben ça se pourrait. Ça serait manger drôle, une affaire de même. OK, merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de laisser votre message vocal. On est là pour la 699e épisode. Bye bye. Bye. Allô.